et bienvenue sur le podcast d'Atlas. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 avec notre fabuleuse, notre magnifique et notre talentueuse Victoria Polastri, spécialisée dans la réhabilitation par la respiration. Nous allons pouvoir échanger sur ce sujet afin que vous puissiez comprendre comment Victoria fonctionne. Nous allons pouvoir aussi échanger sur son parcours de vie et les petites choses qu'elle peut mettre en place au quotidien ou qu'elle peut expérimenter. Nous allons du coup parler du biohacking, du microdosing, un petit peu rentrer dans tout ce qui est la mycologie. Nous allons échanger aussi sur l'adversité qu'il peut y avoir un petit peu entre les coachs sportifs et professionnels de santé. Nous allons échanger sur la transmission des connaissances, l'humilité qu'il faut avoir pour pouvoir transmettre euh, les informations à le mentor vs mentoré. Nous allons aussi échanger sur l'accompagnement d'un athlète, comment réussir à lui faire garder la motivation. Et pour terminer, nous allons parler de l'histoire de la réhabilitation, à savoir est-ce qu'il y avait déjà des tribus, des manières et des méthodes ancestrales qui existent dans la réhabilitation. En tout cas, vraiment un échange et des sujets qui sont passionnants. J'espère que tout comme moi, vous allez prendre plaisir à écouter notre échange sur ce podcast. Je vous souhaite une très bonne Ouais, écoute. nickel, frère. Merci. C'est bon? OK, ouais, Oui, je pense que c'est parfait. avec une qualité de son hors norme. Non, mais attends, j'ai la petite lumière à côté et tout, à part que l'Airbnb, il est pourri et que du coup, le fond, il est dégueulasse. Mais, heu, mais j'ai pas trop le choix là-dessus. On attend de bouger. Ben là, après, à Londres, ça sera mieux, mais ici, c'est vraiment c'est chaotique. C'est dur de trouver des Airbnb à moins de 2 000 €. Et même à 1 500 €, tu as des trucs vraiment pourris. Donc, ouais, c'est pas évident. Là, t'es à Londres, c'est ça que tu m'as dit? Non, là, je suis encore aux Pays-Bas et Ah début ouais. février, je pars à Londres. Après, je reste 2 mois à Londres. Après, je reviens. Enfin, je suis pas à Londres même, je suis dans la campagne. Donc, ça va un peu mieux au niveau tarif. Mais ouais, Londres, c'est inaccessible, c'est pas possible. Ouais, tu Je fais m'étonnes. un, je fais un stage en fait avec bah, je suis obligée avec l'école de faire un stage. Du coup, je fais un stage à Londres, parce que je voulais pas faire avec les partenaires de l'école. Donc, j'ai cherché moi un truc qui me convenait mieux. Et voilà, mais par contre, niveau financier, je pense que ça va être, ça va être compliqué. Pas trop le choix. Je te présente quand même la personne qui est à côté de moi. Bah ouais, je me disais bien, il y avait quelqu'un que je connaissais pas. C'est ça. Ouais, il s'appelle Malo, c'est mon stagiaire. C'est ça. OK, cool, super. Tu es en stage depuis Non, combien de temps? enchanté. Bah, 2 jours. OK, ça se passe bien? Bah, c'est canon, c'est canon. On soulève OK. des poids, on coach des gens et on se fait plaisir, donc c'est le principal. Bon, bah, nickel, c'est bien. Et en plus, tu participes sur les podcasts, donc c'est 2 Ouais, ans là. carrément. On a déjà fait un podcast hier sur un mec qui a créé un café qui s'appelle le Café des Guerriers. Je sais pas OK, si tu as pu je voir. connais En pas fait, du tout. c'est un café où lui, il a intégré aussi des champignons médicinaux chinois dedans, comme OK, le excellent. reishi, etc. Ouais, trop bien. Et en plus, il a implémenté du magnésium en plus parce qu'il y a quand même pas mal de gens carencés en magnésium. Ouais, Donc, Ça fait une sorte de trop bien. C'est où? pré-workout. C'est où? c'est lui, le gars, il est à Paris, mais il fait ça en ligne. D'accord. Ah d'accord, je pensais qu'il avait un café où il faisait ça. En fait, il vend des suppléments en Ouais, gros et dedans, il rajoute des compléments. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, ici aux Pays-Bas, Exactement. j'avais fait un séminaire de biohacking, enfin, ils font des événements en fait, ils font le mondial de biohacking dans des villes différentes chaque année et là, ils l'ont refait à Amsterdam, du coup, j'y suis allée et ouais, tu as plein de trucs comme ça, genre ils vont te vendre, des cafés, mais des cafés que tu peux prendre avant de dormir, donc c'est pas tu sais, c'est genre des décaféinés, mais dedans, ils vont te rajouter genre, d'accord. de l'ashwagandha ou des plantes qui vont te faire un peu dormir, où ils vont faire vachement de combinaisons justement dans les suppléments avec vachement de champignons ici, ils les utilisent beaucoup. Et après, en France, c'est vrai que ça commence à venir, mais en France, c'est toujours en retard par rapport au reste. C'est vrai que ça commence à venir de plus en plus. Et ouais, après, tout ce qui est médecine asiatique, c'est vraiment cool. Moi, j'allais souvent dans les herboristeries. Soit à Montpellier, il y avait une super herboristerie, mais à Paris aussi, tu as des bonnes herboristeries asiatiques. Et souvent, j'achetais tous mes compléments là-bas au lieu d'acheter directement tu sais, dans des boîtiers ou quoi. J'achetais directement les plantes. Après, je fais des infusions avec. Et au moins, je savais que la qualité, bah, c'était qualité herboristerie. Donc, puis des fois, c'est bien d'aller parce que tu as quelqu'un qui connaît bien. Eux, c'est leur truc, donc ils t'expliquent bien toutes les plantes, toutes leurs choses. Donc, c'est pas mal, ouais. Et toi, tu utilises ça un peu au quotidien, tout ce qui peut être Ouais, j'avais herbes pris, médicinales, champignons? ouais, j'avais pris, donc en médicinal, je prends toujours des suppléments pour la récup nerveuse, donc j'ai toujours pris, avant en fait, je me faisais ma potion à moi, elle avait un nom ma potion, je me l'étais faite moi-même. J'ai les dosages si tu veux, je t'enverrai
Mais ouais, je mélangeais dedans l'hétérocoque, donc qui est une sorte de ginseng sibérien. J'utilisais après tout ce qui était ashwagandha, rhodiola. Des fois, je mettais du schizandra. Donc en fait, c'est que des dérivés globalement, un peu comme du ginseng, mais c'est des dérivés qui coûtent moins cher. Et après, en fonction du pays, tous les pays ont une sorte de ginseng un peu à eux. Donc, tu as celui que tu vas trouver en Sibérie, celui que tu vas trouver plus dans les pays indiens, etc. Et du coup, ils ont des propriétés similaires, mais le ginseng est complètement hors de prix. Donc, du coup, je prenais ces dérivés-là. Et après, j'allais essayer un petit peu avec tout ce qui était reishi. J'ai testé le Lion's Mane aussi. J'en ai testé Ouais. quelques-uns. Ici, je suis très copine avec le bras droit de Wim Hof. Donc, Wim Hof, Ouais. celui qui faisait la biologie, celui qui faisait les analyses Ok. biologiques, toute la partie physio un petit peu. C'est un mec qui s'appelle Casper et moi, j'étais très copine chez lui. Donc, à chaque fois que je venais ici pour les séminaires de Julien, en fait, je dormais chez lui. Et chez lui, en fait, vu qu'il est hyper connu, il est sponsor par plein de trucs, donc il lui envoyait plein de trucs à base de champignons. Donc moi, je testais le matin, je testais l'été, les infusions et tout. Et ouais, il y a plein. Franchement, c'est pas mal. Après, il n'y a pas une différence de foufou, mais c'est pas mal. Et après, je microdose. Donc, je crois que mais en gros, ici, tu peux l'acheter légalement, sinon tu peux pas. Mais ici, tu as les microdosings. Ouais, Donc t'as les en gros, ça c'est. micro-diet. Ouais. Ouais. Du coup, c'est de la psilocybine et je les prends. Derrière, tu as un protocole. En gros, tu prends un jour sur deux. Et là, tu as 1 gramme en gros. Donc, tu as 6 doses. Et voilà, ça, je le fais de temps en temps. Je le fais pas tout le temps parce que c'est écœurant un peu. Mais ça m'arrive de le faire, quoi. Mais ça, Selon les périodes. c'est interdit en France, ça? Ouais, c'est interdit en France, normalement. Après, je pense que tu peux te faire livrer, mais tu sais, ça va venir scellé, caché. Ils vont te faire livrer ça comme si c'était un truc un peu comme quand tu te fais, comme les mecs qui se font livrer des dopants, quoi. Ils te les emballent dans un papier qui fait normal. Mais je pense que ça peut être arrêté à la douane. Et ici, c'est OK. Il y a que certaines substances qui sont pas OK, que tu peux quand même acheter, mais c'est pareil. C'est un peu, je crois que genre, par exemple, le LSD en microdose, tu peux te le faire livrer. Mais je crois que t'as des chances que si ils te l'arrêtent, bah, tu le récupères pas, quoi. Et tu as Mais ouais, senti c'est vraiment des assez. différences en testant ce genre de méthode? Ou Ouais, après le microdosing, c'est pas, si tu as déjà pris des drogues, c'est pas waouh, d'un coup ouais. c'est pas la même chose, quoi, tu vois? Tu t'attends à voir un truc, non. Par contre, tu es plus focus et en fait, moi, le dosage, je le faisais avec un combiné. Donc je prends ça et derrière, je prenais du Lion's Mane en gouttes, donc c'est vendu par la même entreprise, parce que le Lion's Mane, il va avoir un effet plus sur la neurogenèse et ils vont te donner à côté, une vitamine, la niacine, qui en fait est un vasodilatateur. Du coup, ça fait que quand tu prends tout en même temps, ça ouvre tes capillaires sanguins et du coup, la substance, elle arrive au cerveau beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Donc, tu as l'effet de la niacine qui fait que tu as la peau qui devient toute rouge et qui pique et tout. Donc, ça, tu le sens. Mais après, en soi-même, le produit, tu sens pas trop. Juste, tu sens que tu es concentré, mais tu es concentré différemment. Donc, quand tu as des gros trucs à faire, par exemple, du travail, et si tu es un peu genre, moi, je suis hyper active, donc si tu as tendance à te disperser, ça t'aide à plus te canaliser et moins partir dans tous les sens. Donc c'est pas mal. Après, au goût, c'est vraiment écœurant. Et moi, mon corps, quand j'en prenais, j'avais vraiment du. Pourtant, c'est tout petit, genre c'est vraiment comme ça. Mais tu dois le mâcher. En fait, tu peux pas juste l'avaler, tu dois le mâcher. Et ça a vraiment un goût genre de terre, mais acide. Genre, ouais, du coup, quand tu le prends le matin, en plus, il te demande de le prendre à jeun. Genre, mon corps, il le rejetait. Genre, vraiment, des fois, ça me donnait envie de vomir. Et je sentais que mon corps, enfin, d'un côté, c'est une substance qui est toxique pour le corps à haute dose. Donc, je pense que mon corps, il le sentait, entre guillemets, et il le rejetait. Donc, du coup, je le prends vraiment pas j'ai du mal à le prendre au quotidien. Mais pour l'expérience, j'avais fait un peu sur un mois. Et là, ils m'ont ordonné gratuitement, en fait, parce que du coup, sur le séminaire de biohacking, ils faisaient des trucs de respiration. Et avant, ils te faisaient prendre une microdose. Donc, ils donnaient des microdoses. Et du coup, ils nous filaient des microdoses. Donc, je les ai gardées au cas où pendant les examens, j'ai du mal à focus. Mais c'est pas un truc que je fais tout le temps, mais de temps en temps, ouais. Après, je sais qu'il y a différents champignons et en fait, selon le champignon, tu en as qui te font réagir différemment. Donc, je sais que celui-ci, c'est pas celui qui est le mieux pour l'hyperactivité. Il y en a Ouais. d'autres qui t'aident vraiment à être plus focus. Là, ça me revient plus, c'était quoi, parce qu'il y en a tellement, mais il y en a d'autres qui sont plus adaptés, ouais. Et t'as déjà étudié un peu aussi, moi j'ai vu ça avec Matt Bouchard, tout ce qui est nootropique? Ouais, alors j'ai pas fait avec Matt Bouchard, mais par contre, j'avais déjà fait un petit peu j'avais déjà pris un peu des nootropiques classiques. Mais après, en Ouais. général, au lieu de les acheter, je prenais plus des plantes justement et des suppléments qui t'aident à focus, tu vois. Et après, sinon, moi, de manière générale, je prends plus des trucs qui soutiennent le système nerveux. Donc, par exemple,
Alpha-GPC, phosphatidylglycérine, c'est des compléments qui t'aident à stimuler le bon fonctionnement neural et à éviter la dégradation neurale. Donc, je prends plutôt ça que des trucs qui me focus. Je réagis peu, en fait, genre, c'est comme la caféine. Je dégrade hyper vite au niveau du cerveau la caféine, donc je la sens jamais. Donc, je peux prendre 20 cafés par jour et avant de dormir, je vais dormir comme un bébé. Et du coup, bah, c'est pareil sur les nootropiques, je sens pas des effets de fou non plus, quoi. OK, Voilà. top. Ça, Belle c'était introduction. le Parce lot. que j'ai déjà, commencé l'enregistrement. Je me Eh dis: bah, «Ça, écoute, c'est trop tard. toujours, intéressant de plonger, dès qu'on Pas de est dans un souci. sujet, on se dit: «Vas-y, on fonce». Pas Mais de voilà, déjà, souci. je voulais te remercier, d'être, ici, sur ce podcast. C'est Bah, c'est vraiment un moi qui grand vous honneur remercie. pour moi. Ça fait longtemps que je te suis. Moi, je m'en souviens, je t'ai connu via, ben, Julien Pineau. Tu étais Ouais, venu, au séminaire, à Némésis où on avait ouais, fait, ouais. des sessions StrongFit. Donc c'est là où je t'avais connu parce que tu pouvais aussi faire les traductions, en français quand il y avait, Richard. Ouais, exact. Donc depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai checké beaucoup, sur les réseaux ce que tu faisais et c'est vrai que, bah, tu as fait énormément de choses, quoi. C'est ça Ouais, qui est assez ouf, tu as fait, bah, je sais que tu as commencé par un peu de journalisme, voire même beaucoup. ouais, Enfin, tu as fait même plusieurs corps de métier, enfin, tu as étudié en tout cas dans plusieurs facs et cetera pour faire du coaching. Donc j'ai vu que tu faisais aussi un peu de CrossFit, pour ensuite passer sur de la réhab et voir, je pense, après tu le diras mieux que nous, passer sur, aujourd'hui des études de kiné, peut-être pour avoir, ce rôle de de kiné kiné. pour que tu puisses te permettre peut-être de faire plus de choses qu'en simple: «Je fais de la réhab et voilà». Bien sûr. Donc voilà, est-ce que, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas via ma communauté, tu pourrais, Ouais, te présenter tout simplement? ouais. Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans. Je suis, comme tu dis, j'ai un background hyper, un peu atypique et un peu complexe parce que j'ai pas du tout commencé dans le milieu du sport. J'ai commencé plutôt, dans un milieu, politique, Mmh. économique. Ensuite, j'ai basculé sur de la sociologie. De la sociologie, j'ai basculé sur le journalisme. Entre-temps, j'ai eu des périodes où je suis allée, dans le sport. Donc en fait, j'avais arrêté la politique pour aller dans un cursus, STAPS. Et mais au Canada, donc au Canada, ça s'appelle kinésiologie, qui n'est pas la kinésiologie comme certains ici l'utilisent. C'est là-bas, kinésiologie, c'est un peu l'équivalent d'un STAPS, quoi, globalement. Et mais bon, entre-temps, je me suis blessée, j'étais anorexique, donc j'ai dû arrêter mes études dans le sport, j'ai dû repartir sur des études littéraires, donc je suis retournée vers de la sociologie et du journalisme. Et de là, j'ai guéri, enfin, entre guillemets, j'ai plus ou moins guéri suffisamment pour refaire de la force et être en équipe de France chez les juniors en IPF. Et du coup, bah, l'envie de reprendre le sport a repris le dessus. À ce moment-là, j'avais un copain à Toulouse et lui me disait laisse tomber, à chaque fois que tu es en cours, tu fais que regarder des vidéos de sport au lieu d'être en train de faire tes trucs de journaliste. Donc, il m'a dit faut que tu reprennes des études dans le sport. Du coup, j'ai intégré le BPGEPS à Montpellier. De là, j'ai enchaîné sur un STAPS à Montpellier aussi, spécialité haltéroforce, prépa physique. Et ensuite, à partir de là, j'ai lancé mon entreprise. Et donc, j'avais l'hésitation entre enchaîner sur une école de kiné ou partir ou lancer mon entreprise. Et j'ai préféré lancer mon entreprise. Et ça se passait très bien, mais comme j'avais bah, un peu la pression parentale et puis aussi le doute à un moment d'être bloquée, parce qu'il y avait beaucoup de formations en fait que je voulais faire. Et à chaque fois, on me disait non, parce que les formations étaient uniquement réservées au corps médical. Donc, ils allaient préférer un médecin à un prépa physique, par exemple. Donc, il y a certaines formations vachement axées sur le mouvement, le développement de l'enfant qui peuvent affecter l'athlète. Et ça, ils demandent toujours un diplôme médical. Donc, ils vont prendre une infirmière, mais ils vont pas prendre un prépa physique, ce que je trouve aberrant. Mais du coup, bah, j'avais peur que dans le futur, j'allais être bloquée. Pareil pour tout ce qui est thérapie manuelle. Si je voulais faire de la thérapie manuelle, impossible d'accéder à de la thérapie manuelle sur un truc un peu poussessant. Donc, je me suis dit, allez, je pars sur les études de kiné à condition. Donc, ma condition, c'était que j'arrive à maintenir l'entreprise. Donc, même si je faisais l'entreprise à 50%, je voulais pas déconstruire ce que j'avais construit. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Et puis, si à un moment, ça rentre en conflit, j'arrêterai. Je prendrai une décision. Mais pour le moment, j'ai réussi à manager avec des moments où bah, je peux être à fond et des moments où c'est un peu plus difficile, Ah ouais. surtout pour tout ce qui est contenu sur les médias, sur les réseaux. Mais ouais, c'était un bon compromis. Donc, du coup, j'en suis arrivée à l'école de kiné. Pas vraiment parce que j'ai envie de devenir kiné et je pense pas devenir kiné, mais parce que c'était un peu une porte d'entrée nécessaire pour accéder à d'autres choses. C'était aussi une sécurité et aussi parce que j'aimerais vraiment enseigner à terme et j'avais peur d'être bloquée dans l'enseignement sans ce background-là. Voilà.
Ouais. C'est un parcours un peu compliqué, mais voilà. Et oui, j'ai fait du crossfit, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de la pole dance. Ensuite, j'en suis arrivée à la musculation. De la musculation, je suis passée au crossfit, du crossfit à l'haltéro, de l'haltéro à la force. Et maintenant, je fais un petit mix entre force, bodybuilding. De temps en temps, un crossfit, ça me manque. Et puis un peu de strongman parfois, et parfois un peu de calisthénique, enfin un peu street lifting en ce moment. Ouais. J'essaie de, je suis assez variée, ouais. Parce que j'ai vu que tu faisais aussi beaucoup de compétitions tu faisais en tout cas, je sais pas si c'est Ouais, toujours d'actualité, mais en powerlifting. Et ouais, là, ouais. tu as décidé de faire peut-être un peu plus de body en ce moment? Ouais. Heu, Alors, j'ai fait pas mal de compétitions. Donc j'étais en équipe de France junior. mmh, J'étais en moins de 52 et après bon, j'ai monté de poids, je suis passée en open. En open, c'était compliqué et surtout, j'ai toujours des douleurs, récurrentes au dos depuis depuis que j'ai 18 ans. Donc c'est quelque chose que j'essaie de manager, tant bien que mal. Donc j'ai eu des périodes où ça allait très bien, des périodes où c'était plus compliqué et globalement, je m'adapte un petit peu. Donc je connais mes limites. Je sais que la force pour moi, c'est quelque chose qui est très, 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 problématique. J'adore ça. Donc si je pouvais, je continuerais à faire des compétitions là-dedans. Mais je sais que je tiens plusieurs blocs, mais je sais qu'au bout de certains blocs, je vais commencer à être, un peu sur ma limite, si je fais pas mes riables. Le problème, c'est que je suis très, très peu disciplinée. Donc là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait ma riable. Je me maudis, c'est comme on dit le le, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. ouais, C'est ouais, en termes en fonction des périodes de rush, quand je fais bien et que j'arrive à tout faire, j'arrive à bien encaisser la force. Mais si je fais que de la force, du renfort et que derrière je fais rien pour faire un peu de variabilité de mouvement dans mon corps, je sais que mon corps j'ai trop d'asymétrie en fait et mon corps il le tolère pas du tout. Ouais. ouais, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que je me mets des objectifs un peu body. Et de toute façon, je pense que pour les pratiquants de force athlétique, couper un petit peu les périodes de force, 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 c'est important. Même s'il y a des personnes qui font que de l'ultra spécifique, je pense quand même Mmh. que, pas forcément pour la performance, mais au moins pour la santé, alterner avec un peu de body, mais un body intelligent, parce que si tu fais ton body comme de la force, tu vas récréer les mêmes schémas. Donc, tu peux faire ton body avec du bilatéral en permanence, avec des squats, etc. Si tu travailles qu'en bilatéral, tu vas rien créer de différent. Autant que tu continues à faire ta force si tu as envie. Mais ton body, l'avantage, c'est que tu peux faire vachement de mouvements en unilatéral, tu peux faire des Ouais, mouvements en alternance, tu peux faire du split stance, tu peux faire plein de choses, tu as plus de liberté. Et cette liberté-là, elle te permet de travailler un peu de variabilité de mouvement tout en gardant un certain schéma de force, d'hypertrophie pour pas être dans complètement, je sais pas, du yoga ou de la danse et être dans quelque chose de complètement différent. Donc, du coup, c'est une bonne alternative. Et donc, quand j'ai des périodes où je sens que mon corps est à la limite, j'ai besoin d'avoir un objectif. Donc, c'est un bon moyen. Ça ne veut pas dire que je vais faire des compétitions en body, mais c'est un bon moyen de maintenir. Et en plus, je me dis que ça me permet aussi de maintenir une certaine base et d'optimiser ma composition corporelle. Et quand tu optimises ta composition corporelle, si derrière je veux revenir sur des compètes de force, tu as fait quelque chose quand même de productif et d'utile, quoi. ah ouais, carrément. Voilà. Tu mentionnais, dans ton parcours que tu es passé, du coaching à kiné et Ouais. c'est vrai que moi aussi qui baigne dans le coaching, on peut très vite être en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est toi dans tous les pays que tu as pu faire, mais être différencié d'un professionnel de santé. Tu Ouais, ouais. vois? Dès que nous, en tant que coach, surtout coach qui, essayons de s'intéresser un peu à tout, à la santé holistique, on peut vite se faire taper sur, les doigts par, des kinés, des ostéos à dire: «Mais, qu'est-ce que tu fais?» ou «Ton avis, tu pas été en médecine, tu pas été, heu, dans «l'élite» entre guillemets, Ouais, donc ouais. reste à ta place». Je sais pas comment si toi, tu as déjà vécu ce genre de situation? Si, c'était un peu la peur au départ. En fait, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, que j'avais terminé le STAPS, mais que j'étais pas encore fait d'école de kiné, j'avais des messages de kiné des fois qui ne comprenaient pas forcément ce que je faisais et qui rentraient un petit peu en clash par rapport à ça. Et comme moi, j'étais beaucoup dans la critique de ce que faisaient certains Ouais, kinés, pas tous, mais j'étais dans la critique de certains, et que je montrais les limites un peu de certains raisonnements que je peux voir, forcément, ça crée du conflit et forcément, je recevais des messages, qui remettaient pas en question ce que je disais forcément, mais qui remettaient en question, ce que je disais par rapport, en fait, à ma casquette, à ma compétence. Et donc, je me suis dit à un moment, est-ce que c'est j'ai pas peur de ça parce que, en fait, j'avais pas peur de ça parce que je sais ce que j'ai fait et je sais que je me suis formée à côté et que même si j'ai pas fait un diplôme médical, en tout cas à ce moment-là, j'avais rien fait. Je savais qu'à de mon côté, je m'étais suffisamment intéressée pour me sentir assez légitime. mmh, Mais c'est sûr que ça te remet toujours en question dans le doute de te dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses où j'ai des carences ou des manques, que ce soit sur de la partie vraiment physiologique, biomécanique,
toutes ces choses-là, tu vois, anatomiques, est-ce que j'avais pas des carences? Et du coup, bah, parfois, ça me faisait un peu me remettre en question et je me disais: «OK, est-ce qu'à un moment, si je suis amenée à donner, par exemple, de l'enseignement, est-ce que je vais pas me retrouver, dans un échange où je vais me retrouver complètement, tu sais, genre, le dos contre le mur parce que, bah, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai atteint ma limite, de connaissances et que la personne, elle pourra réfuter tout ce que j'ai dit». Donc je voulais pas en arriver là. Donc ça, c'était une des raisons mais c'est quelque chose qui était très récurrent. Donc je le vivais sur les réseaux sociaux, je le vivais aussi en études de STAPS parce que, bah, tu avais parfois des interventions de kiné, donc tu voyais un petit peu, ce clash entre les 2 professions et puis, là, en école de kiné, je le vois surtout énormément parce Mmh. que, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ici, aux Pays-Bas, ils développent et c'est là où je me dis qu'à un moment, il va y avoir un conflit. Ils développent un donc tu as le diplôme de kiné, tu as le diplôme de donc à la fac, enfin à la fac, ouais, dans les écoles, tu as diplôme de kiné, tu as diplôme de prépa physique sciences du sport et là, ils viennent d'ouvrir un nouveau master qui est un lien entre les 2. Donc en gros, eux, ils présentent ça comme un professionnel qui serait à même de faire le lien entre la kiné et la préparation physique. Mais du coup, c'est un diplôme qui est réservé aux étudiants de kiné. Donc en gros, c'est pour les étudiants de kiné majoritairement, qui leur permet, après qu'ils ont fait leur licence, de faire un master qui en gros leur permet de faire de la prépa physique entre guillemets ou d'avoir cette casquette de transition un petit peu et eux ils veulent vraiment jouer sur la partie entre fin de la kiné de base et retour à la compétition. Donc sur ce chaînon manquant, un petit peu, ils veulent jouer. Mais du coup, si eux, ils viennent taper dans le... Bah, moi, ça me pose problème parce que si eux, ils viennent taper dans le milieu du prépa physique, qu'est-ce Mmh. qu'ils laissent au prépa physique dans ce cas-là? Parce que du Ouais. coup, bah, quand tu regardes le contenu du système éducatif, c'est clairement de la prépa physique. Et puis là, je le vois en kiné, je fais une mineure sportive. Moi, je pensais tu dois choisir une spécialité. Donc, la spécialité master ou mineure sportive. Moi, je pensais que la mineure sportive, ça allait être typiquement vraiment de la kiné du sport. Donc en gros, j'ai Ouais. mon athlète sur le terrain qui se blesse, comment je le mobilise, comment je lui fais, je sais pas, des straps sur la cheville, comment je gère un œdème, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est globalement de la prépa physique, quoi. On voit comment faire une programmation, on voit comment faire améliorer, je sais pas, la VO2, enfin, travailler sur la VO2 max d'un athlète, travailler sur la capacité respiratoire. Donc au final, je vois tout ce que j'ai fait en STAPS et du coup, je me dis, OK, mais en fait, on voit les mêmes choses. Donc où est la limite? Et eux, bah, forcément, les kinés, ils essaient de passer de plus en plus dans la partie prépa physique parce que, bah, un, je pense que ça paye mieux et de deux, bah, ça fait partie de la rééducation. Au final, c'est de la rééducation qui est active. Et vu que les kinés, ils essaient de plus en plus en France, bah, tu vois le lien entre kinésithérapeute et kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute et physiothérapeute. Maintenant, ils veulent retirer le terme de kinésithérapeute, masso-kinésithérapeute et donner le nom de physiothérapeute comme ça dans tous les pays. Donc, si tu fais tes études aux Pays-Bas, on t'appelle physio. Au Canada, on va t'appeler physio, etc. Donc, du coup, ils retirent un peu la casquette manuelle, passive, pour aller de plus en plus vers de l'actif. Mais du coup, le plus d'actif vient empiéter sur le terrain du prépa physique. Donc, forcément, je pense qu'il va y avoir des conflits entre les deux professions, parce que bah, il faut que on a besoin de deux professions différentes. Et je pense que c'est une erreur, parce que Ouais. les kinés, pour moi, quand tu vois la formation qu'ils ont en prépa physique, entre guillemets, elle est nulle. Et du coup, bah, autant qu'ils se surspécialisent et qu'ils restent dans leur domaine, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de manuels, on a besoin de Mmh. bons thérapeutes manuels. Et aujourd'hui, tu vas aller chez un kiné, tu es blessé. Pour avoir un kiné qui fait du manuel, c'est hyper compliqué, ou il n'y en a pas beaucoup, ou alors ça se limite à du massage bidon et deux, trois mobilisations. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de mobilisation. Et ça, c'est un travail à part entière qui se perd. Et à côté, un prépa physique, c'est pas quelque chose que tu apprends en 3 mois de spécialité à la fac, tu vois, c'est Ouais, bien plusieurs sûr. années d'études. Donc je trouve ça dommage parce que je trouve que du coup, bah, en allant dans cette généralisation des deux, un, je pense qu'il va y avoir un conflit entre les deux professions. Donc, bah, les préparateurs physiques, ils vont se retrouver emmerdés parce que si c'est pris en charge par la Sécu, bah, il y a moins de gens qui vont aller voir un prépa physique. Ou alors, dans une équipe sportive, typiquement, au lieu de prendre un prépa physique et un kiné, ils vont prendre un kiné qui est prépa physique et le prépa physique, Ouais, il va ouais. aller voir ailleurs ou inversement. Et je pense qu'en plus, on perd en spécificité pour le patient, en fait, pour l'athlète qui a besoin des deux choses, qui a besoin de faire sa rééduque active avec de la prépa, mais qui a aussi besoin certainement de manuel, tu vois. Ouais, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'avoir ces 2 corps de métier qui ont des ponts communs en termes de connaissances, peut-être, les connaissances un peu holistiques, systémiques sur le OK. corps humain, mais une fois qu'on va peut-être aller chercher des choses un peu plus spécifiques, bah, chacun a son ultra spécialité et au final, on n'est plus le concurrent de l'autre. Ça, je vois aussi Totalement. beaucoup ça dans le coaching, c'est que tous les coachs, ils se tirent un peu la bourre pour, avoir des clients ou autres. Mais Mmh. si on s'oriente tous sur des spécialités différentes, même moi demain, j'ai quelqu'un qui va me voir parce que,
il veut faire, je sais pas moi, même de la perte de poids et puis que moi je me rends compte, ce qui m'anime beaucoup, c'est peut-être plus la remise en forme ou gagner en muscle. Je dis Bien vraiment un sûr, exemple tout bête, hein. bien sûr. Ben, il faut avoir cette humilité de se dire: «Je connais quelqu'un qui va certainement mieux le faire que moi et du coup, je t'envoie et je te renvoie vers lui» et Bien lui sûr. aussi, s'il comprend ça, il va pouvoir t'amener parce que si demain il a quelqu'un qui veut juste se remettre en forme et lui ça l'intéresse pas, il veut que tout le monde perde 30 kilos, bah, il va dire: «Bah, va voir Victor, quoi». Bien sûr. Donc Bah, ça, je suis complètement d'accord avec toi et en plus, je pense que comme tu dis, l'échange, il est important. Donc je dis pas qu'il faut qu'il y ait pas d'échange, ça, je mmh, suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un échange et pour avoir de l'échange, il faut que les 2 se comprennent. Donc il faut que le prépa physique, il ait un minimum de connaissances, prophylactiques ou un peu dans le milieu, de la kinésithérapie pour comprendre ce que va faire, le kiné et inversement pour que le kiné puisse comprendre. Mais je pense vraiment qu'on a besoin de ces 2 spécificités et par exemple, aujourd'hui, moi, il y a des personnes, j'ai vraiment besoin de par leur schéma, qui fassent de la thérapie manuelle. J'ai besoin de quelqu'un qui sache mobiliser les côtes d'une certaine façon, qui sache mmh, travailler sur la respiration d'une certaine façon. Et j'ai besoin que cette personne, elle le fasse. Mais actuellement, en France, j'ai absolument personne qui fait ça. Donc, je suis incapable quand j'ai quelqu'un, ça m'arrive, j'ai des athlètes qui ont arrivé à un stade de compensation qui est tellement énorme mmh, que la densité musculaire, elle est tellement importante que bah, tout ce que je vais faire en actif, entre guillemets, ça va pas marcher parce qu'il y a trop de restrictions, il y a trop de tension musculaire. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne travailler dessus, mais c'est impossible parce que j'ai personne qui a ce background-là. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Et du coup, je pense vraiment qu'il y a besoin d'avoir cette spécificité-là. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage, ce conflit. Pareil, le conflit entre kiné et ostéo, c'est la même chose. mmh. Je comprends pas pourquoi il y a ce Oui, conflit, parce que c'est deux professions ouais, totalement ouais. différentes. Et c'est pas parce que les ostéos, ils travaillent. Peut-être qu'il faudrait plus éduquer les gens à leur faire comprendre qu'un ostéo il va travailler sur certaines choses, mais qu'un kiné il peut faire d'autres choses. Mais si le kiné il est vraiment bon et si le kiné il se spécialise vraiment sur sa thérapie manuelle et sur certaines choses, aussi en actif, hein, mais de l'actif différent de ce que fait un préparateur physique, si vraiment il développe son champ de compétences mais qu'il le pousse, bah, la personne elle sera contente d'aller le voir. Moi je suis la première, je critique tous les kinés et aussi j'ai un kiné qui fait de la thérapie manuelle et je suis la première à aller le voir et je suis pas remboursée par la sécu et je m'en fiche parce que bah, il arrive à faire des choses que je peux pas faire sur moi-même et même si ça me guérit pas totalement, bah, ça m'apporte un pourcentage de mieux-être que je prends volontiers, tu vois. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, il faut de l'échange, mais je pense que c'est vraiment dommage d'avoir cette critique sous prétexte que tu n'as pas fait de diplôme, parce qu'au final, Oui. franchement, je vais te le démystifier, hein, mais l'école de kiné, j'ai rien, désolée de dire ça, mais j'ai vraiment rien appris. Genre, j'ai appris des choses un peu en neurologie, tu apprends des choses un petit peu sur mobiliser quelqu'un qui est dans une chaise roulante, un tétraplégique, comment faire des transferts, comment faire du soin intensif. Ça, c'est des trucs que tu apprends. Personnellement, c'est pas ce que j'utilise au quotidien, donc moi, c'est pas ce que je vais retenir. Mais voilà, j'apprends des choses pas mal, ça te fait forcer à apprendre vraiment bien ton anatomie, et cetera. Mais c'est pareil, tu la rushes, tu as 2 mois pour apprendre ton anatomie par cœur, tu bourrines comme un fou pendant 2 mois. Aujourd'hui, tu me redemandes, les insertions, les terminaisons, les tout ça, bah, Mmh. tu sais, on m'a tellement fait bourriner que c'est dur de vraiment faire de la rétention d'informations. Donc ouais, franchement, tout seul, tu prends ton temps, tu chopes des bouquins de kiné. Aujourd'hui, sur internet, tu as tout. C'est pas parce que tu as pas le diplôme que tu es moins compétent, Ouais, qu'un gars qui est allé en cours, qui était à moitié sur son téléphone pendant le cours et qui a juste passé son examen et qui c'est pas motivé, ouais. ouais, je pense qu'il y a aussi peut-être un problème d'ego ou un conditionnement où on va, mettre le statut social avant même la passion même du métier, Ouais, en premier en avant. Peut-être ouais. que des cours de philosophie, ce serait pas mal aussi, Ça pour ferait du apprendre tout bien. ça. Ah, c'est pareil, puis c'est vrai que j'en discutais, bah, avec, Benjamin, tu vois qui Ouais, c'est? Notre ami belge, où on ouais, disait qu'on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans la transmission des connaissances qui vont jamais avoir cette humilité de dire à ses élèves: «Remettez en cause ce que je vous dis» ouais, et et hem et voilà, de dire: «Moi, j'ai pas peur, enfin, c'est ma vérité, je vous apprends ce qui pense être juste». Mais c'est vrai que maintenant tu peux, enfin, c'est comme ça en tout cas qu'on peut ressentir dans le système français, c'est, la personne qu'on a en face, notamment le prof, c'est quelqu'un qui détient la vérité absolue. On peut pas, entre guillemets, «le contredire», il faut, apprendre par cœur, il faut. Ouais, c'est tout le temps du «il faut» plutôt que d'ouvrir un débat, ce qu'on peut trouver dans les cours de philo qui sont vraiment, je trouve, intéressant. super quand tu as des bons profs de philo en tout cas et de vraiment, grandir ensemble, tu vois? Que ce soit oui, j'ai moins de connaissances, je suis Échange, ouais. l'élève, toi, ça fait des années que tu enseignes, que peut-être tu recherches, que tu pratiques aussi,
Mais on sait jamais, il peut y avoir quelque chose de pertinent qui vient parce que, le prof n'a jamais pensé à ça, puis qu'un élève le sort et puis ils disent: «Mais ouais, mais monsieur, vous avez pensé à ça?» et que derrière, ils disent: «Ah ouais, ben, je vais chercher aussi». Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça, c'est typiquement, français ou peut-être européen, je sais pas, mais par exemple, quand j'étais au Canada, il y avait pas cette relation-là. Ouais, Quand je vous OK. voyais le professeur, déjà, je me souviens que moi, je venais de mon petit pays de la France, je venais chez eux. Donc pour moi, c'était normal de vous voyer et je me souviens que plusieurs fois, il s'était énervé. Il m'avait dit: «Mais me vous vois pas, tutoie-moi déjà». Donc déjà, tout le monde se tutoyait. Donc lui, il OK. nous tutoyait. Donc il me disait: «Si moi je te tutoie, il y a pas de raison que toi tu me vous vois». Donc on se tutoyait. Donc déjà, ça crée ça diminue un petit peu cette notion de hiérarchie. Donc ça mettait Mmh. un pied d'équivalence. Il y avait vachement plus d'échanges, il y avait vachement plus de place pour justement contredire ou poser des questions un petit peu plus rentre dedans et voir s'il y avait du répondant derrière de la part du professeur ou rentrer éventuellement dans un débat, mais c'était vraiment un débat constructif où il n'y avait pas une autorité qui prédominait. Donc ça, je suis d'accord sur ce plan-là que ici, en tout cas en France, c'est compliqué, mais c'est pas le cas de partout. Ouais, bien Et sûr. après, je pense que c'est comme tu dis, en fait, il y a vraiment on devrait laisser cette place à l'échange et je pense que c'est le principe dans une relation de mentor-mentoré. Parce que je pense que la personne qui va faire, bon, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais je pense que la personne qui va faire du mentoring, qui va être le mentor, elle a certes à gagner bon, de l'argent parce qu'elle va facturer son enseignement, mais je pense qu'au-delà de l'argent, ce qui est intéressant dans le fait de mentorer quelqu'un, c'est que la personne, elle va te pousser à réfléchir, elle va te pousser à structurer ta pensée, elle va te pousser à vraiment affiner à fond ta réflexion et elle va te poser des questions que toi, tu ne vas pas forcément te poser. Parce que quand toi, tu es tout seul avec ta réflexion, tu vas analyser les choses d'une façon et du coup, tu vas pas forcément avoir certaines interrogations parce que tu vas avoir un raisonnement. Ton raisonnement, il va t'enfermer et tu vas créer ta vérité dans ce raisonnement. Mais quelqu'un de l'extérieur, il peut avoir un raisonnement tout à fait différent et observer les choses différemment, ou peut-être avoir un blocage et dire, bah attends, là, je comprends pas dans ton mode de réflexion, là, moi, pour moi, ça fait pas sens ou j'aurais pensé différemment. Et du coup, il t'ouvre une porte de réflexion que toi, tu n'aurais jamais trouvé tout seul parce que bah, tu es enfermé parce que tu as créé ça et tu as construit ta vérité. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, même si la personne en face, elle a peut-être pas les compétences et elle a peut-être pas la même éducation que toi ou voilà, la même expertise, elle va peut-être justement avoir le regard du débutant qui se pose plein de questions et plein de questions qui sont super chiantes que toi, tu n'as pas envie de te poser parce que bah, tu as déjà construit ta logique et c'est rassurant d'avoir une logique dans ta manière d'analyser. Donc, typiquement, demain, je vois ton cas, tu m'envoies une photo, je vais te regarder. Moi, parce que j'ai une certaine expertise et que j'ai fait certaines formations, je vais regarder ça. Mais Mmh. du coup, je vais peut-être pas regarder tout un autre truc que quelqu'un d'autre aurait regardé et aurait réussi à Mmh. t'aider peut-être pareil ou peut-être mieux parce que Mmh. bah, il va regarder d'autres choses de par sa formation. Mais toi, tu as créé ton truc et tu as besoin d'avoir t'as besoin d'avoir des portes d'entrée pour travailler avec quelqu'un, donc tu vas rester avec ça. Mais du coup, le débutant, lui, bah, il s'en fout, il vient avec ses questions, lui, il paye, donc il en a rien à faire de te poser des questions chiantes, il va te les poser et du coup, ça va te forcer à y répondre. Donc c'est super stressant parce que bah, tu peux ne pas avoir la réponse à tout. Ou alors, il se peut que la personne en face de toi, elle te fasse te rendre compte qu'en fait, ton raisonnement, bah, il y a un truc qui va pas dedans. Bien Mais du sûr. coup, bah, c'est super enrichissant et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment intéressant et plusieurs fois, quand j'ai eu cette relation de mentoré, la personne qui était en face de moi, elle me disait toujours, j'apprends aussi avec toi, peu importe ton Super, niveau ou voilà, ouais. Donc ça, je pense que super. c'est important de se le rappeler et de ne pas hésiter. Enfin, c'est pour ça que j'aimerais bien faire des mentorings un jour. Ça me stresse parce que c'est comme quand tu vas à un séminaire et que tu donnes un séminaire, tu sais jamais en face de toi qui tu vas Qui tu vas avoir. avoir? Ouais, bien sûr. Voilà. Genre, je me souviens avec Julien Pinault, il travaillait vachement sur le plancher pelvien. Mmh. Sur un séminaire, il y avait des kinés spécialisés du plancher pelvien qui lui avaient posé plein de questions hyper chiantes et hyper OK. pointues, hyper médicales. Et Mmh. lui, bah, il vient pas d'un background médical. Donc, je me souviens que l'échange, il avait été difficile parce que lui, il avait son raisonnement. La personne en face, elle rentrait dans des trucs très pointus que lui, il suivait pas. Ou sur de la neuro, je me souviens plus. Et du coup, bah, il avait quand même réussi à mettre ça. Je m'étais dit, c'est pas évident quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une expertise au final scientifique plus pointue, peut-être que ton expérience pratique, mais ça fait pas de toi quelqu'un de Ouais. moins intéressant. Et puis, Mmh. bah, c'est pas grave en fait des fois de dire que t'as pas la réponse ou que tu t'es trompé. Ouais, c'est inconfortable, tu te sens un peu comme une merde, je pense. Mais c'est pas grave. Enfin, personne n'a la 100% de la vérité et tu vas faire des erreurs et c'est comme ça quoi. Tu Oui, apprendras de tes erreurs. Ouais. c'est ça, il y a pas une seule et même vérité, c'est on a tous,
un ressenti différent, on a tous une transmission de le faire différemment. Tu disais Julien, il peut le faire plus via la pratique, les kinés plus par, on va dire la science, hein, les mots compliqués. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut faire aussi un peu plus vendeur, de dire: «Bah regardez, tout ce que je dis vous le comprenez pas, donc c'est moi qu'il faut venir voir». Je pense que dans les 2 cas, il faut y aller quoi, il faut explorer. C'est vrai que l'exploration, c'est quelque chose, que j'adore, que j'aime bien mettre en avant, dire, «On s'en fiche de que tu comprennes ou que tu comprennes pas, même, si, tu as peut-être certaines croyances, fais-le. Ouais, je suis d'accord avec Expérimente toi. ou, lis C'est ou, échange avec la personne». bien On peut sûr. avoir cette peur et cette crainte de rentrer en conflit ou de se dire, «Il va tellement rentrer dans des trucs pointus» ou «Il va tellement pas comprendre». Moi, mon instinct quand je pratique certaines choses et puis derrière, il va te sortir une phrase scientifique qui va dire: «Ouais, mais ça veut rien dire ce que tu veux dire». C'est sûr. Mais, ouais, enfin, c'est développer plusieurs sens au Bah, ouais. final. Tu l'as là, en ce moment, avec ton stagiaire, du coup, Ouais, j'imagine faut pas non, ouais, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, faut pas hésiter à poser des questions, à explorer des choses, à laisser s'intéresser et à créer, ta propre, vision, et ta propre expertise, quoi. Même si ça rentre en contradiction avec ce que va dire un quelqu'un non, bien sûr. qui est plus expert ou même si, c'est quelque chose qui sort complètement, du commun, bah, c'est pas grave, en fait. Il faut essayer et puis, Mmh. de toute façon, tu vas commencer avec quelque chose, tu vas commencer avec un modèle. De ce modèle-là, tu vas diverger, tu vas retirer des choses, tu vas en rajouter et puis au final, tu vas te retrouver avec un mélange de plein de trucs. Mais tu vas jamais genre dans 20 ans, ça se trouve, je ferai plus du tout ce que je fais actuellement et j'aurais changé Ouais, parce que peut-être à un moment, je vais me dire, «Bah non, en fait, il y a mieux» ou peut-être, il y avait des choses qui étaient incohérentes là-dedans, mais je peux pas le savoir si je le fais pas, en fait. Donc tu es obligé d'aller dans un sens et à un moment, de t'y tenir un petit peu aussi. Je pense qu'avoir une certaine régularité dans ce que tu pratiques, c'est important. Parce que si à chaque fois tu dévis, c'est un peu le problème au début, je pense, quand tu viens de sortir d'un diplôme et que tu fais plein de formations ouais. annexes, tu as envie de tout voir, tu regardes à gauche, à droite, tu vois un modèle, tu vois un autre système, et là tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Après, si tu fais 10 systèmes différents, ta tête, elle sait pas où aller et tu peux pas quand tu es avec je sais pas, t'as un athlète ou un patient, peu importe, tu l'as, je sais pas, 1 heure. En 1 heure, tu peux pas lui faire les 10 testings ou les 10 analyses ou lui faire pratiquer les 10 méthodes que tu as appris dans tes formations. Donc, tu es obligé à un moment d'essayer aussi de te canaliser, de te dire, OK, je vais commencer avec un ou deux et même idéalement avec un seul truc et je vais pousser à fond ce truc-là et je vais voir ce que je peux en tirer et je vais garder ce qui m'intéresse. Et derrière, après, j'irai explorer autre chose. Et si tu peux faire Mmh. des liens, bah, tant mieux. S'il n'y a pas de lien, bah, tant pis, tu vois ce que tu gardes. Mais ça, je pense que c'est important. Et surtout de ne pas garder 100% des choses dans toutes les formations que tu fais. C'est pas un bouquin que tu prends et que tu dois absorber par cœur comme on t'apprend à l'école et retenir tout et il faut pas que tu oublies les trucs. Je Ouais, pense ouais. qu'il faut récupérer ce qui toi t'intéresse. Peut-être tu vas faire une formation et peut-être que dans la formation, il y aura 70% des contenus que tu vas mettre à la poubelle et peut-être qu'il y a 30% qui vont être hyper utiles et que tu vas garder pour toute la vie et ta formation, même si tu te souviens pas du 70%, bah, peut-être Mmh. que ces 30%, ils feront vraiment une différence. Donc ça, je pense que c'est important aussi de pas voir genre toujours se rappeler que la personne qui est en face de toi, bah, elle est pas différente de toi, quoi. Elle a été comme toi en débutant, elle a été nulle un moment, elle a peur aussi, elle fait des erreurs aussi, elle a ses merdes, ses trucs et du coup, c'est pas parce que, elle a, plein de followers ou qu'elle a un CV, comme ça et qu'elle donne des formations dans le monde entier qu'elle a Ouais, ouais. la science, unique ou que c'est un dieu, quoi. Faut pas hésiter à critiquer et je pense qu'il faut surtout pas hésiter à poser des questions chiantes parce que c'est là où tu vas voir un peu les limites de la personne. Donc si tu lui poses des questions chiantes, bon, elle va peut-être te détester la personne en face de toi et elle va se dire: «Putain, il y avait un gars au séminaire, il était super chiant». Mais du coup, au final, tu vas lui faire du bien parce que tu vas la forcer à raisonner, chose que Ouais. les gens vont pas forcément faire. Et je pense Mmh. que c'est plus intéressant quand tu donnes une formation ou que tu es un mentor, par exemple, que la personne en face, elle vienne te poser des questions vraiment pointues, qui te poussent à réfléchir. Que Ouais, si la ouais. personne, elle te pose des questions bidons auxquelles tu réponds toute la journée, bah, au Mmh. final, c'est pas intéressant, tu vois. Et j'en parlais sur la diète avec mon conjoint hier, sur la diététique, tu vois, tu peux faire un plan nutritionnel, ça va être hyper basique et du coup, bah, c'est pas très, très amusant. Et quand les gens ils vont poser des questions, tu vas répondre toujours la même chose sur les protéines, les combien de grammes tu dois manger et à quel moment et ça et ci. Ça va être hyper basique. Mais si jamais Ouais. tu as quelqu'un en face qui te pose des questions vraiment pointues sur comment ça va influencer ton système hormonal, sur comment ça va influencer, je sais pas, tes neurotransmetteurs, comment ça va influencer plein de paramètres, du coup, ça te permet d'arriver à quelque chose qui est vachement plus intéressant. Et là, ça devient bien d'avoir une question, ça devient intéressant d'avoir quelqu'un qui te pose des questions
Alors que si tout le monde te pose des questions banales, bah, c'est cool, tu as la réponse, mais au final, toi, tu sors pas beaucoup plus grandi, quoi. Eh bah, si un jour tu sors un mentoring, je serai cette personne chiante, qui te Chiante, pose vas-y. Je stresserai avant chaque call, je prendrai mon microdosing avant chaque call pour rester zen, mais non, non, c'est important, ouais. Bah, c'est top, moi je vois que toi tu traites quand même plein de sujets de manière holistique. Tu t'intéresses au cycle menstruel, à l'alimentation, au système nerveux, aux hormones, à tout, ce qui peut être attrait à la santé. Mais du coup, en termes de spécialité, voire même d'ultra spécialité, bah, aujourd'hui on te connaît pour faire énormément de réhab. Est-ce que c'est vraiment ce point-là où tu as envie toi d'être, Merci. d'être? Ouais, carrément. Ouais, ah, c'est compliqué parce que je pense vraiment je suis hyper active, du coup, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Donc j'ai du mal à me canaliser, donc tout ce que je dis, il faut que je me l'applique à moi-même. C'est le plus gros problème. Mais non, ouais, je pense que vraiment ce que je veux, c'est vraiment la RIA parce que c'est, je pense, le domaine le plus des parfois, je me déteste d'avoir choisi cette branche. Je me dis que si j'étais partie sur de la nutrition, chose que je voulais faire à la base, ce serait beaucoup plus simple parce que, bah, tu as beaucoup plus de tu as beaucoup plus de sécurité dans ce que tu fais. Tu mets un input au niveau de la nutrition et tu sais que le corps il va réagir d'une certaine façon. S'il y a une déficience dans une, je sais pas, un minéral, une vitamine ou quelque chose, tu vas Mmh. rajouter un aliment qui va apporter ça, tu vas corriger l'absorption intestinale et puis tu vas réussir à avoir quelque chose qui va apparaître sur ta prise de sang et sur le physique de l'individu. Donc c'est vachement Ouais, rassurant, tu as des clés. La RIAB, tu as tout qui rentre au milieu. Tu as le stress, tu ouais. as l'aspect psychologique, tu as bien sûr ce que va faire la personne. Quand tu es en ligne, l'exécution de la personne qui est hyper chiante quand tu travailles sur la respiration. Tu as plein de paramètres qui rentrent en compte. Et il y a plein de choses sur lesquelles tu peux travailler. Tu peux travailler sur la partie respiratoire, sur la partie posturale, sur la partie neuro, sur la partie musculaire, sur la partie purement bioméca structurelle. Donc en fait, du coup, tu as tellement de choses sur lesquelles travailler et tellement peu de temps que du coup, ça devient hyper chiant. Et donc, bah forcément, les résultats sont pas aussi flagrants ou Mmh. aussi rassurants. Donc, tu mets un input, mais dans ta tête, tu sais pas si l'input il va donner vraiment un output ou pas. Mmh. Tu te dis, Mmh. OK, cette personne, elle a besoin de ça, mais comment la personne, elle va accepter ça? Est-ce que son corps, il va réussir à reproduire ce que je veux faire? Et ensuite, est-ce que ça va être suffisant pour corriger un petit peu le symptôme qui est la douleur? Ça va être suffisant? Tu le sais jamais. Donc, du coup, c'est quelque chose dans lequel je veux vraiment me spécialiser parce que bah, je sais que tout le monde a besoin de ça. On est tous foutus. Moi-même, je suis la première. Donc, mon objectif, ça a toujours été de réussir à me soigner moi-même. Chose qui est compliquée parce que je pense que pour certaines personnes, il n'y a pas que la RIAB, il y a d'autres facteurs. Il faut plusieurs thérapeutes. Donc, c'est pour ça que de la thérapie manuelle. Dans mon cas, je pense que par exemple, il faut que je travaille avec un occlusodontiste. Il faut que je travaille sur ma vision. Enfin, j'ai pas mal de. Il faut que je travaille sur mon trauma. Donc, je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Mais je veux arriver à au moins moi être capable de gérer vraiment toute la partie physique et derrière de pouvoir rediriger quand il y a d'autres problématiques vers d'autres experts. Mais j'aimerais être à même de me spécialiser dans ça. Et surtout, c'est un truc qui, en tant qu'hyperactive, est super parce que tu n'as jamais fini d'apprendre. Genre avec la RIAB, tu n'as jamais fini d'apprendre. Tu t'es jamais expert. Genre aujourd'hui, je me considère toujours hyper débutante et il y a tellement de choses à savoir et il y a tellement de manières de jouer sur globalement la douleur ou la santé d'un individu au sens large Mmh. que je finirai jamais de me lasser. Je pourrais apprendre la respiration par cœur. Derrière, je peux aller faire de la neurologie et me pousser la neurologie à fond. Derrière, je peux aller travailler sur, je sais pas, le développement de l'enfant. Derrière, je peux aller travailler sur tout ce qui va être vraiment, en anglais, on appelle ça arthrokinématique, mais tout ce qui va être au niveau articulaire un petit peu. Derrière, je peux aller faire de la thérapie manuelle. Enfin, tu peux faire tellement de choses que du coup, tu t'ennuies jamais. Et si tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'apprendre, et que tu as tendance à, enfin, en tout cas, moi, c'est mon profil, c'est-à-dire que je vais faire à fond un truc, par exemple, la politique, bah, je vais apprendre par cœur tout sur la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. Mais une fois que j'ai appris tout sur la Seconde Guerre mondiale en histoire, bah, j'ai tout appris au final, je connais tout et tu peux toujours apprendre plus de trucs, mais globalement, tu as l'impression d'avoir atteint la limite, tu vois. La nutrition, si tu restes sur la nutrition de base, c'est pareil. Si tu pousses, là, ça devient plus intéressant. Mais tu as certains domaines où, en gros, tu as un moment, tu as l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et avec la RIAP, tu n'as jamais l'impression d'avoir fait le tour de la question parce qu'il y Mmh. a tellement de choses différentes que du coup bah, c'est un endroit où ouais, je m'éclate parce que bah, je peux toujours amener des choses différentes, etc. Mais là, par exemple, bah, en ligne, je me rends compte que j'ai quand même des limites qui me frustrent. Donc, l'année Mmh. prochaine, là, j'ai moyen de travailler 2 jours par semaine en présentiel. Donc, je pense que je vais saisir l'opportunité parce que ça me permettra de développer euh, la partie vraiment manuelle et de l'appliquer la partie manuelle et travailler justement avec les cas qui sont compliqués, qui ont besoin de traitement manuel, de pouvoir le faire moi-même. Du coup, là, j'aurai bah, la capacité de le faire en tant que kiné
et que j'aurai les formations. Donc du coup, pour moi, ouais, je pense que c'est là où je vais continuer à me spécialiser. Juste, je vais essayer d'intégrer plus de manuels, plus de présentiel et pouvoir être à même de gérer un individu, en tout cas de A à Z, en essayant de devoir rediriger le moins possible sur la partie purement physique. Après, sur la partie tout ce qui est dents, tout ce qui est trauma, etc., bien sûr, c'est pas moi qui vais Mmh. le gérer, mais au moins sur la partie physique, c'était le but de pouvoir prendre quelqu'un de A à Z, qu'il ait une fracture, que j'ai pas besoin de lui dire d'aller voir quelqu'un, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'échanger entre thérapeutes, parce que selon les formations que tu vas faire, on va pas avoir le même langage, on va pas avoir la même manière d'interpréter le corps. Et du coup, moi, je peux pas juste appeler un kiné et lui dire, voilà, j'ai telle personne à 300 km de chez moi. Est-ce que tu peux lui faire telle mobilisation? Parce que moi, ces mobilisations, je les ai vues sur certaines formations ou sur certaines choses. La personne, elle a aucune idée de quoi je lui parle, de comment j'analyse le corps, et je pourrais pas lui expliquer ça comme ça. Donc, plus j'ai de casquettes, plus j'ai de compétences, plus je suis à même de gérer quelqu'un, même quand la personne elle revient d'une fracture et qu'elle est encore avec son plâtre. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Donc je dirais que la spécialité actuellement, c'est ça. Et ma spécialité surtout, c'est tout ce qui est je sais pas comment le qualifier, mais on va dire, je dirais que c'est de la neuro, mais c'est de la neuro par la respiration. Mmh. Mais je pense qu'au final, tout revient à de la neuro, mais ouais, de la neuro par la respiration. En tout cas, si un kiné écoute, c'est pas de la neuro comme on apprend en kiné, mais globalement, c'est le but, c'est de permettre au corps de se sécuriser dans l'espace au maximum et de pouvoir explorer les différentes parties de son corps de manière pas forcément symétrique, mais de pouvoir explorer le continuum d'amplitude de mouvement que tu as, de pouvoir explorer euh, euh, les différents schémas de mouvement que tu as. Donc, si on prend une locomotion classique, le fait de marcher, de pouvoir vraiment aller chercher les deux alternances de pas, donc bras droit, bras gauche et jambe gauche, jambe droite en croisée, de manière plus ou moins symétrique des deux côtés, même Mmh. si tu vas être dans une asymétrie. Donc, même si le corps va être asymétrique, que tu puisses aller Mmh. chercher les deux côtés de ton corps, que tu puisses équilibrer au maximum. Et au final, c'est juste ça, tu puisses équilibrer au maximum l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche Mmh. du cerveau. Donc, au final, tu reviens sur de la neuro, mais tu entres dans la partie neuro par la respiration. Globalement, c'est ça. Et tu utilises quoi ça par rapport à la respiration, et qui t'a inspiré toi en tant que formateur ou, qui vont chercher cette respiration en même temps que la posture? Ouais, alors au tout début, sur tout ce qui était posturo, c'était avec Institut IP. Non, au début, la respiration, ça a été Julien Pinault au final, parce que lui, il Ouais, utilisait la ouais, ouais. respiration pour tout ce qui était activation du système nerveux. Donc, il y avait Mmh. déjà, dans le système de Julien Pinault, il y avait déjà Mmh. torque interne, torque externe, Mmh. oblique interne, oblique externe, inspiration pour activer le système nerveux sympathique, inspiration pour activer le système nerveux Mmh. parasympathique. Donc, on utilisait la respiration buccale pour activer le sympathique, la respiration nasale pour activer le Ouais, système ouais. parasympathique, et on utilisait des chaînes musculaires en coordination avec cette respiration pour venir activer certains états au niveau du système nerveux. Et l'état du système nerveux allait influencer la chaîne musculaire. Donc, la chaîne du torque externe, qui est associée au système nerveux sympathique, était une chaîne en extension, un petit peu comme tu peux retrouver, pour ceux qui ont fait les Mmh. réflexes archaïques, Moreau. le pattern d'extension avec le Moro, exactement. Mmh. Et à l'inverse, le système parasympathique avec cette flexion, ce recroquevillement que tu vas avoir et toute la chaîne musculaire avec les obliques internes, les pecs, etc. Donc du coup, c'était déjà lui qui arrivait à jouer sur la posture avec la respiration. En tout cas, c'était son objectif, c'était pas d'influencer la posture, c'était de Non. rééquilibrer Mmh. les muscles globalement, mais ça avait un impact sur la posture directement. Et Bien donc sûr. souvent, lui disait, quand tu vois quelqu'un entrer, tu le vois arriver avec une posture très en extension versus une posture très en flexion, déprimé, recroquevillé. Tu sais s'il est dans un état sympathique ou parasympathique et tu sais comment sa respiration elle va être. Donc la première personne qui a fait ça, c'était lui. Entre-temps, moi avant, j'avais déjà fait des formations de posturo avec tout ce qui était IP, etc. Donc j'avais Mmh. pu explorer un petit peu tout ce qui était réflexe archaïque. Donc déjà, quand Julien il me parlait, j'arrivais à faire des liens avec la Mmh. posture de l'enfant. Ensuite, j'ai Mmh. commencé à me former vachement. Blandine Calais-Germain, qui a fait un bouquin sur la Mmh. respiration, qui est connu en France, que souvent Béton t'en donne, Ah qui ouais. explique déjà beaucoup ce travail respiratoire et l'influence posturale. Donc, elle a des super graphiques. Ensuite, j'ai creusé avec tout ce qui était Wim Hof, etc. Donc, j'ai continué à Mmh. explorer la sphère de la respiration. Et ensuite, j'en suis arrivée à plein de méthodes. Donc, par exemple, tu commences simple. Pour les scolioses, tu as la méthode Schross. La méthode Schross, par exemple, ils vont te mettre dans des postures pour réaligner la scoliose.
et ils vont te faire respirer dans la posture. Donc, ils viennent influencer ta posture avec cette ouverture. Tu as DNS, pareil. DNS, ils vont vachement travailler aussi sur tout ce qui va être au niveau ici. Enfin, les powerlifters, ils vont parler de bracing, mais c'est pas vraiment le bracing, mais tout ce qui va être stabilisation de la cage thoracique, de la sangle abdominale, de la sangle lombaire, avec un travail respiratoire. Et ils vont intégrer aussi tout ce qui est développement de l'enfant. Donc, c'était déjà des liens qui commencent à travailler sur la posture avec cette respiration. Et ensuite, j'en suis arrivée avec tout ce qui était PRI, tout ce qui est travail de respiration posturale. Donc, ça, c'est un institut qui travaille vachement sur ça. Et ensuite, voilà, j'ai fait ma sauce, je pense, dans tout ça. Mais ouais, en fait, tu as plein d'influences. Le mieux, je dirais que c'est Ouais. l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie structurelle, elle va être, enfin, tout ce qui va être ostéopathique avec mobilisation, cracking, comme les personnes ils vont faire chez l'ostéo, c'est pas ça. Mais tout ce qui est ostéopathie plus viscérale, tout ce qui va être crânio-sacré, etc., il travaille sur les fluides. Et pour travailler sur les fluides, il travaille avec la respiration. C'est pour ça qu'en général, l'ostéopathe, quand il te manipule, ou ceux qui vont faire des mobilisations sur le crâne ou sur les viscères, ils vont te demander de respirer avec la technique de manière spécifique. Et ils influent sur ta posture avec ce travail de mobilisation des fluides. Donc au final, il y a plein. Enfin, je pense que la respiration par la posture, elle est partout. Genre le yoga, c'est Bien la sûr. même chose. Pilates, dans les pratiques très anciennes, ayurvédiques, etc., la respiration, elle est toujours présente. Tout ce qui est art martial, c'est de la respiration avec du travail postural. Genre, c'est présent absolument partout. Maintenant, c'est juste qu'il y a certains instituts, certaines formations qui ont repris ces données-là et qui les intègrent avec des exercices, avec des choses comme ça. Mais au final, je pense pas que ça a été créé par quelqu'un. Je pense que juste c'est une base et que c'est juste repris par plein de personnes avec des manières différentes. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière mieux qu'une autre? Oui, bien sûr. Je sais pas, mais il y a C'est différentes techniques pour accéder à la chose. Ouais. c'est comme tout, ouais, moi, je vois beaucoup les travaux de Leonardo Ouais, Pelagiotti. Je pense que je devrais l'avoir aussi sur le podcast. Je pense que ça va être un très ouais, bon échange là-dessus. Et c'est vrai que, ben, tout ce que j'ai pu observer ou étudier au niveau de la respiration et par rapport à ce que je transmets, à mes clients ou aux gens, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ne prennent pas le temps de respirer. bien sûr. Et comment toi, tu arrives à inculquer ça aux gens? Surtout que derrière, ils doivent certainement, au niveau de la réhab, je pense que tu dois prendre aussi à peu près le niveau de conscience de la personne par rapport à son Tout à corps, fait. mais à lui dire: «Il va falloir déjà de un que tu prennes ton temps pour respirer et de 2 dans cette position-là pour pouvoir» et cetera. Parce que tu as quand même, si on veut vraiment des beaux résultats quand on travaille avec toi, il faut un minimum de discipline, il faut des C'est objectifs chiant. ou ouais, il faut plus une vision sur du long terme, sachant Ouais, que la plupart des personnes sont conditionnées à vouloir une solution, court terme. immédiate, acheter quelque chose pour que ça aille mieux direct ou, voilà, ça c'est un autre débat. Mais, Bien sûr, bien comment sûr. tu arrives à dire aux personnes: «Écoutez, avec moi, ça va être long, ça va être chiant, il va falloir respirer, il va falloir se mettre dans cette position-là, ça va pas être agréable, ça va être inconfortable» et tout le reste. Bah, alors, ouais, non, mais tu as très bien résumé. En fait, déjà, je pense que, bah, la première chose, c'est ce que je suis en train d'arriver maintenant. C'est pour ça que je voudrais faire, du mi-temps en cabinet et avoir un espace où je vois les gens. Parce que je pense que j'aurais, 6 fois plus de résultats si j'avais quelqu'un avec moi, même si j'ai la personne qu'une fois semaine. Mais une fois Mmh. semaine, je lui fais faire les exercices avec moi. Je suis là pour lui Mmh. donner des feedbacks kinesthésiques, pour la regarder, pour lui donner en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme tu dis, la plupart des personnes, elles vivent dans un état d'hyperactivation musculaire, même s'il y a des personnes qui disent ah, j'ai une faiblesse musculaire à tel endroit et j'ai telle zone qui est faible. De manière générale, ils vivent dans un état d'hyperactivation où ils sont toujours en train de chercher à forcer et tu vas les mettre dans un exercice de relaxation et ils vont se crisper et ils vont chercher à mettre de la force. Genre, ça m'est arrivé de faire Ouais, des ouais, ouais, exercices ouais. où il faut se relâcher, mais la personne, elle me dit oh, je crampe, j'ai l'impression que je vais me déchirer je sais pas, l'adducteur. Genre, je lui dis, mais non, mais en fait, tu es censé te relâcher si tu es dans cet état-là de tension, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas correctement. Donc, l'avantage quand tu as quelqu'un, c'est que déjà, tu peux le driver avec ta voix. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être chez un thérapeute ou juste quand tu l'entres, il a une voix tellement posée, calme, tranquille, que déjà, ça te Ça te relâche met, toi, tu vois. Ouais, déjà, il te régule mmh. au niveau du système nerveux. Donc, déjà, tu as cet avantage-là d'offrir un espace où la personne, elle va rentrer. Si tu as un espace qui est zen, entre guillemets, qui te met dans déjà un état d'esprit différent, c'est un peu une facilitation parce que la personne,
quand elle est chez elle, elle a tout son bordel chez elle, c'est son espace peut-être de travail si elle travaille de la maison, peut-être c'est la maison où elle a ses soucis personnels, elle va faire sa riab. Déjà, je sais qu'elle va pas être dans un bon contexte parce qu'elle va être dans un endroit qui est déjà générateur d'anxiété peut-être pour cette personne-là. Alors que si tu as un espace, la personne, elle rentre dans ton espace. Déjà, le fait d'entrer dans un espace différent, ça la préconditionne. Cet espace, en plus, il est apaisant parce que tu l'as fait d'une manière qui est apaisante, que ta voix est apaisante, que tu es calme, que tu l'as conduit, etc. La personne, elle va déjà être tout de suite dans un état parasympathique et elle va mieux réagir à la technique. Deuxièmement, l'avantage quand tu es en présence, c'est que tu peux donner des cueings. Donc, comme je disais, verbaux, mais tu peux se donner des cueings au niveau tactile, au niveau kinesthésique. Donc, je peux toucher la personne. Et souvent, les athlètes, l'avantage, c'est qu'ils sont hyper actifs au niveau hypertonique, au niveau musculaire, mais qu'ils ont quand même une conscience corporelle plus développée. Monsieur et madame tout le monde à 70 ans qui n'a jamais fait de sport de sa vie, elle a aucune idée de comment activer un muscle, de quoi je lui parle. Donc, le fait d'être là et de pouvoir la toucher, j'ai pas besoin de lui expliquer avec des mots compliqués. Je peux mettre ma main, je peux lui montrer, c'est plus facile. Donc, j'aimerais vraiment passer sur du cabinet par rapport à ça. Tu peux utiliser des outils, tu peux utiliser des petits sacs, par exemple. Je sais pas si je veux faire, par exemple, ouvrir la région postérieure ici au niveau scapulaire. Je peux mettre, par exemple, un petit sac de sable, tout simple, tout petit, hein, vraiment les mini sandbags d'1 kilo. Tu peux le poser sur l'omoplate, par exemple, et je vais demander à la personne de respirer et je vais lui demander de chercher à respirer dans le sac et de repousser ce sac ou sentir du mouvement vers le haut dans le sac. Ça va lui permettre d'aller chercher une conscience, chose que je peux pas faire en ligne où je dois expliquer à la personne, mais c'est hyper chiant parce que pas tout le monde a le matériel et tout. Donc je pense que le cabinet sera quelque chose de très important, ou comment les personnes qui ont vraiment beaucoup mal, elles puissent ne serait-ce venir me voir qu'une fois et qu'on puisse voir pas mal de choses ensemble et ensuite elles peuvent repartir chez elles et faire leurs choses avec une meilleure compréhension. Mais en ligne, globalement, il y a certaines personnes avec qui c'était vraiment très laborieux. Donc parfois je faisais des intercalls où vraiment je prenais avec eux les techniques une par une et j'essayais vraiment quitte à faire qu'une technique. Donc des fois il y avait des personnes, je disais ok, tu vas travailler que sur un exercice, tu vas faire un exercice, que cet exercice-là, mais on va le faire ensemble et je veux que tu fasses cet exercice-là de telle façon. Et donc avec la webcam, j'arrive à voir certaines choses, j'arrive à voir si le muscle est hyper contracté, j'arrive à voir si la cage thoracique elle se referme, j'arrive à voir s'il y a des tremblements, j'arrive à voir au niveau du visage s'il y a une crispation ou pas. Donc j'arrive à voir si la personne elle arrive à être dans cet état-là ou pas. Et en général, je la guide avec le tempo. Donc plus je vais ralentir le tempo d'expiration, plus je vais lui donner des cueings. Donc plus je vais par exemple lui dire de mettre ses mains sur ses côtes, de chercher peut-être avec ses mains à s'aider un petit peu à fermer les côtes, ou je vais mettre des objets pour bloquer la position et pour forcer la respiration. Par exemple, si la personne elle n'arrive pas du tout à relâcher celui-ci il est très simple. Si la personne n'arrive pas du tout à relâcher la zone lombaire, par exemple, et qu'elle est en extension tout le temps, si je la fais s'accroupir, par exemple, en position de squat complet, mais que je mets un truc ici au niveau de la sangle abdominale, ça va fermer ici la région et elle va pas pouvoir continuer, sur mon profil, elle va pas pouvoir continuer à être en extension. Parce que vu qu'il y aura un truc ici au milieu, genre par exemple, tu mets un gros truc, elle va pas pouvoir partir en extension parce qu'il va y avoir un blocage entre ses cuisses et sa cage thoracique. Donc, du coup, la cage thoracique, elle va être obligée de rester fermée. Et la seule manière de respirer, ça va être d'envoyer l'air dans le dos. Donc, parfois, utiliser des objets, ça m'aide à placer la personne exactement comme je veux, de manière à bloquer certains schémas qu'elle a. Mais c'est plus compliqué, c'est chiant, il faut avoir le matériel, etc. Donc, c'est pour ça que le visio, ça a forcément des limites dans certaines choses. Et surtout le temps que tu as. Parce que tu peux pas passer 6 heures avec chaque personne, sinon tu t'en sors pas. Mais dans l'idéal, il faudrait passer 6 heures avec chaque personne et faire les techniques une par une. Et après, la deuxième chose, c'est aussi que j'explique, en tout cas maintenant, j'essaie de faire de plus en plus, j'essaie d'expliquer que c'est pas, en fait, ce que je fais moi, et c'est pour ça que c'est pas, je vois pas ça comme la kiné, c'est que c'est pas, je donne des exercices qui vont te guérir et qui sont, c'est pas un traitement de 12 séances et c'est réglé. Pour moi, ce que je donne, c'est quelque chose déjà, c'est pas des exercices, c'est des techniques et je fais vraiment une différence avec une technique. Ça veut dire qu'un exercice, c'est quelque chose sur lequel tu vas chercher à performer pour arriver à un objectif. La technique, c'est quelque chose qui va t'aider à simplement explorer un schéma différent dans ton corps, donner des informations, des afférences à ton cerveau différentes pour avoir un output qui va être différent. Et c'est une technique, ça veut dire qu'elle va juste elle va te repositionner, elle va donner des sensations différentes pour t'explorer l'espace différemment. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu vas devoir performer. Donc déjà, il faut pas le voir comme le but, ça va être de PR
sur l'exercice ou de mettre plus de charge ou de sentir plus ma jambe et de cramper ou d'avoir des courbatures. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est d'arriver à se relâcher au maximum, d'avoir certaines choses qui vont se produire. Donc, par exemple, moi, mon exercice, le but, ça va être d'arriver à faire que tu arrives à respirer sans avoir les côtes qui partent en extension. Donc, avoir une bonne expiration et à partir d'une bonne expiration, réussir à bien réinspirer sans repartir en extension. Le but, ça va être, par exemple, si tu es hyper antériorisé avec tes épaules, d'arriver à amener de l'air dans cette région thoracique sans pour autant compenser avec le cou ou avec la nuque ou avec les SCM ici. Donc, c'est vraiment des techniques. Et c'est des techniques, pour moi, qui vont te servir pour toute la vie. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus chiant pour les gens à comprendre, c'est que de pas par ce que tu fais, par tes activités, par ton schéma postural, par ta génétique, par ta structure, tu vas avoir tendance à revenir dans ton schéma en permanence, en permanence, en permanence, parce qu'il y a des forces qui agissent sur ton corps en permanence, contre lesquelles tu essaies de lutter pour pas te faire écraser par la gravité. Et comme tu n'es pas parfaitement symétrique, tu vas toujours tendance à réavoir un schéma. Tu peux essayer de voir, il y a plusieurs trucs, par exemple, que tu peux voir, mais par exemple, tu peux le voir, si tu te mets assis, est-ce que c'est plus facile pour toi de te mettre assis avec les jambes vers la gauche et le buste vers la droite? Est-ce que ça paraît plus naturel? Ou est-ce que, par exemple, ça paraît plus naturel si tu dois travailler? Donc, tu as certaines personnes, elles vont toujours se mettre dans un schéma naturellement. Pareil, quand elles vont dormir, si tu dors sur le côté, est-ce que tu vas avoir tendance à avoir plutôt ton genou droit vers l'avant ou ton genou gauche vers l'avant? Si tu dors sur le côté, genre, est-ce que ta jambe gauche, elle va être plus en avant ou est-ce que c'est ta jambe droite qui va être plus en avant quand tu es sur le côté? Donc, tu as pas mal de schémas comme ça, ou comment tu vas te tenir debout. Est-ce que tu vas tenir plutôt en appui sur ta jambe droite ou est-ce que tu vas tenir plutôt en appui sur ta jambe gauche? Donc, tu as plusieurs schémas comme ça qui sont des schémas naturels que tu vas répéter au quotidien, tout le temps, parce que tu as des asymétries. Et ça, c'est des choses qui vont être tout le temps là. Donc, si tu vois les exercices et que juste tu vois ça comme des exercices et que tu dis, je vais juste faire mes exercices pendant, je sais pas, mettons même, tu es hyper généreux, tu me dis, allez, je l'ai fait pendant 3 mois non-stop et qu'après tu t'arrêtes, bah, peut-être ça va tenir, je sais pas, 4-5 mois, mais tu vas revenir petit à petit vers tes asymétries si tu continues pas de temps en temps de donner un input différent à ton corps. Parce que ton cerveau, il va continuer à toujours venir chercher à stimuler les hémisphères dans lesquels il a sa préférence. Donc, il faut qu'on aille stimuler l'autre hémisphère de temps en temps. Et ça, c'est très important. Et du coup, c'est pour ça que c'est des techniques à te maintenir toute la vie. C'est vraiment pour moi, c'est comme, je sais pas, à te laver les dents. Tu vas pas dire, je me lave les dents pendant 2 mois et après j'arrête parce que bah, tu vas avoir des caries. Désolé, mais c'est comme ça. Tu peux essayer, mais voilà, c'est comme tu vas pas te laver 2 mois et t'arrêtes. Tu vas pas faire du sport pendant 2 mois et ensuite t'arrêtes. Bah ouais, tu vas perdre toute ta musculature. Bah, c'est pareil pour le corps. Si tu fais tes techniques et tu dis que c'est des exercices et que tu les fais pendant 2 mois et t'arrêtes, bah, je suis désolée, mais tu vas perdre tous les bienfaits que tu as eus parce que bah, tu vas recréer tu vas recréer, en fait, tu vas juste revenir dans ton biais de préférence et ce biais-là de préférence, il va créer des usures, tout simplement. Alors que si tu continues de faire tes techniques, et ça ne veut pas dire faire 15 000 exercices par jour, mais au moins faire 1 ou 2 exercices, une fois tous les 2 jours, de temps en temps, je te donnais même ne serait-ce que 10 minutes dans ta journée, bah, c'est chiant, tu te dis c'est 10 minutes, mais au final, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment, je pense, de la fainéantise parce que bah, laver les dents, tu vas pas oublier de le faire, te doucher, tu vas pas oublier de le faire, aller à ta salle de sport parce que bah, tu aimes bien te sentir bien dans ton corps et avoir de la musculature, bah, tu vas pas arrêter de le faire. Tu vas pas t'arrêter de manger non plus ou de boire ou je sais pas, pour ceux qui fument, ils continuent de fumer. Bah, c'est juste une routine. Maintenant, il faut arriver à faire de ça une habitude et à se dire, OK, c'est vraiment un shift dans le mindset de se dire, OK, je vais en faire une habitude et même si au début, quand tu es vraiment dans un état critique, tu vas peut-être y consacrer une demi-heure. Bah, après, rien t'empêche de garder ne serait-ce que 5 minutes. Et même si tu fais qu'une technique tous les jours, bah, au moins, tu as une petite technique qui t'aide à explorer un petit peu de variation dans ton schéma. Voilà, je suis partie loin, mais c'est Ah, ça. trop bien. Ah non, on kiffe, hein. OK. On t'écoute avec toute notre attention. Et Voilà, donc comme ça que j'arrive à manager. C'est pas facile avec tout le monde, mais ouais, j'essaie ouais. au maximum d'éduquer. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi les podcasts parce que je sais que comment je travaille, c'est très différent. Et du coup, bah, si j'arrive à faire des podcasts où j'explique un petit peu le pourquoi du comment, quand les personnes elles comprennent mieux, c'est plus facile pour elles d'accepter et d'arriver à Et se dire OK, j'ai besoin de ça. Donc il y a une grosse part d'éducation au final, je pense, qui est importante. ouais, parce que, au final, si la personne, elle se tient d'une certaine manière ou d'une autre, c'est qu'il y a aussi peut-être dans son environnement des problématiques qui font que, au travail, elle est stressée ou avec les enfants, elle s'en sort pas ou elle fait pas assez de sport ou, on peut trouver, 1 000 000 de raisons au final quand on se lance là-dedans. Et mais Bien sûr. est-ce que toi aussi derrière tout ça, par rapport à l'analyse que tu fais, tu vas sensibiliser les gens,
à se soucier peut-être un peu plus de leur environnement. Peut-être que si tu as ces déséquilibres-là qui font que ça tombe, que ça, tu te sens pas bien, que tu as des maux de tête, c'est parce que, certainement tu vis trop ça au quotidien? Ouais. Oui. Alors déjà, j'essaie, en général, chez les personnes qui ont déjà donc il y a plusieurs manières d'intervenir là-dessus. Déjà, chez les personnes chez qui il y a pas de résultat, parfois, il y a, comme tu dis, quelque chose qui au quotidien fait que, Mmh. qu'il y a un blocage. Donc parfois, ça va être tout simple, mais par exemple, je peux donner, je prends un taxiste, le mec, il travaille dans sa voiture, toute la journée, il est assis, je sais pas, 10 heures dans une certaine position. C'est une position, qu'il biaise énormément et qui, pour lui, cause beaucoup de stress. Il va rentrer, il va me faire 15 minutes de technique pour sortir un petit peu de ce schéma-là, mais c'est pas suffisant. Donc dans ce cas-là, Mmh. j'ai un, j'ai un facteur qui est trop important et qui contrebalance trop ce que moi je viens de mettre en place. Dans ce cas-là, j'essaie de faire des interventions pour créer de la variabilité de mouvement plus souvent dans la journée sans faire de la rehab. Donc, par exemple, je vais essayer de l'éduquer sur la manière de se tenir, de se positionner, sur la manière de s'asseoir dans sa voiture, de setup, sur la manière où elle va travailler si c'est quelqu'un qui travaille au bureau, quand elle va faire la vaisselle, quand elle va se laver les dents, quand elle va attraper des objets. Je vais pas chercher à tout modifier pour rendre sa vie horrible et infernale, mais Ouais. juste, je vais lui donner de la conscience de se dire, dans la journée, tu vas avoir tendance à revenir dans ce schéma-là. Prends-en conscience et quand de temps en temps, Mmh. donne-toi des petits feedbacks. Des fois, ça peut être une gommette. J'avais une patiente, je faisais mettre une gommette chez elle et je lui disais à chaque fois que tu passes devant ta gommette, donne-toi une minute pour prendre conscience de ton schéma où tu es, de comment tu respires, de comment tu t'assois, de comment tu tiens et juste essaie d'explorer autre chose. Donc, je le fais parfois moi aussi quand je travaille. Moi, j'ai souvent tendance à me tenir, justement, je me mets les jambes comme ça et non, pardon, oui, je me mets les jambes comme ça et je travaille comme ça et je suis super à l'aise, mais du coup, je crée des énormes rotations tout le temps. Du coup, de temps en temps, je me force vraiment, je me mets dans l'autre De schéma et l'autre c'est côté. hyper Ouais, ouais. inconfortable pour moi. Ou genre, quand j'écoute un podcast, je fais toujours ça, j'ai toujours l'oreille droite et pas l'oreille gauche. Et du coup, des fois, je me force pour donner une afférence différente à mon hémisphère droite. Au lieu d'écouter avec l'oreille Change. droite, j'écoute Ouais. qu'avec l'oreille gauche et Mmh. ça vient stimuler mon hémisphère droite. Mmh. Pareil, quand je marche, si je marche avec Flo, par exemple, mon conjoint, souvent, je lui demande de se tenir à ma gauche de manière à ce que moi, je regarde mon côté gauche et que je prenne conscience de l'espace visuel gauche que j'ai et que je marche d'une certaine manière. Parce que souvent, j'ai tendance à prendre conscience beaucoup de mon schéma visuel droit. Donc, je regarde beaucoup ce qui est sur ma droite, mais je regarde pas assez ce qui est sur ma gauche. Donc, dans la journée, je vais essayer de créer des stimulations qui vont avoir un impact sur ma posture et sur ma RIA, parce que dès que tu viens stimuler l'hémisphère cérébral, tu vas créer Ouais. une orientation dans ton corps au niveau de tes appuis des pieds différentes, qui pour Mmh. autant ne sont pas de la RIA, c'est juste des activités au quotidien, tu vois. Ou mon PC, je vais le mettre un tout petit peu décalé sur la gauche, ou je vais mettre les objets sur la gauche pour avoir plus tendance, par exemple, à venir attraper avec mon bras gauche et créer une rotation thoracique droite. Mmh. Alors que si j'ai tout sur ma droite, je vais tout le temps faire ça et du coup, je vais vachement stimuler l'hémisphère gauche de mon cerveau. Pareil au téléphone, tu as tout le temps le téléphone à l'oreille droite, tu viens tout le temps stimuler l'hémisphère gauche, tu peux venir travailler de temps en temps différemment, tu vois. Donc, c'est plus des Ouais, choses au quotidien que tu peux mettre en c'est place. hyper intéressant. C'est comme, des fois, tu peux te brosser les dents avec ta main gauche et après ta main droite. Exactement. Tu peux faire ça, exactement. Il y a même sur la vision, il y avait des études à un moment. Après, ça a été très contredit, puisque la vision, c'est quelque chose de très sensible et tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Mais Mmh. des fois, de te patcher un œil, pour ceux qui ont des déficits de vision sur un œil, de te patcher l'œil opposé et d'essayer de stimuler l'œil. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça, mais c'est Ouais. juste des stimulations en fait que tu donnes. Donc ça, c'est la première chose, c'est le lifestyle, quoi, l'environnement de la personne. Qui peut être très problématique et parfois tu as juste besoin de lui donner un peu plus de conscience de son schéma dans la journée et de créer un petit peu plus d'input qui vont continuer à être de la RIAB, mais de la RIAB qui va être différemment, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, ça va être tout ce qui est, comme tu dis, psychologique, environnement. Donc, si la personne, je vois qu'elle a une vie qui est hyper stressante, ou elle est pas bien dans sa peau, ou il y a des problèmes, et que je vois que vraiment, ça cause un blocage, après, je suis pas psy, mais ça va être mon rôle d'essayer de la mettre en paix en face de ses réalités et de lui dire, voilà, il y a tel paramètre dans ta vie qui ont l'air de te causer vachement d'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ça? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Et si je vois quelqu'un qui fait un travail qui lui permet de gagner sa vie, mais qu'elle est hyper malheureuse, je suis désolée, mais moi, je me sens un petit peu responsable de lui dire, peut-être je devrais pas, mais je me sens un peu responsable de lui dire, est-ce qu'au final, il n'y a pas moyen de changer de travail? Parce que peut-être que la personne, elle en a juste besoin, elle a moyen de le faire, elle a juste peur, elle va pas le faire. Et peut-être qu'avec une conversation, tu vas réussir à lui donner le courage d'aller changer, de reprendre une des études, ou peut-être d'aller chercher un autre travail, ou de faire quelque chose de différent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans un mal-être, et je l'ai dans ma famille, ça me fait énormément de peine de dire ça, mais par exemple, ma maman n'est pas du tout épanouie dans son travail.
Et je pense qu'elle a une sorte de dépression cachée. Enfin, elle va pas te le dire, mais ça se voit qu'elle est pas heureuse. Elle a tout le temps mal au dos, elle se pleure tout le temps le dos, tout le temps les cervicales et tout, alors qu'elle fait pas du tout d'activité. Et donc je me dis, ok, et par exemple, typiquement, elle, c'est quelqu'un qui est très dans la sécurité. Donc, de par son histoire, elle va avoir une recherche extrême de sécurité. Donc, elle aura jamais le courage, même autant qu'elle peut elle peut se ruiner la santé dans son travail en étant malheureuse. Elle aura certainement pas le courage de l'arrêter et de se dire, ok, peut-être que je pourrais faire autre chose. Alors qu'en fait, il y a peut-être moyen, et je pense que c'est faisable. Enfin, quand j'étais au Canada, je voyais plein de gens à 45 ans qui reprenaient les études. Ça, c'était super cool. À la fac, il y avait des gens de tous les âges. Et je pense que parfois, une discussion peut aider à donner ce courage-là, ou peut aider à montrer qu'il y a d'autres possibilités, des portes qui sont ouvertes. Et parfois, c'est suffisant pour donner un peu le coup d'élan pour que la personne, elle commence à se dire, OK, il y a une autre possibilité. Et parfois, elle a juste pas le courage de le faire elle-même. Mais le fait que toi, tu aies une certaine autorité, parce que tu fais ça RIA, parce que tu dis que ça influence sa santé, etc., c'est un peu comme si ça la délestait du poids de la décision de se dire, je le fais, je suis responsable de ça. Parfois, le fait d'avoir quelqu'un qui dit, voilà, ça va te faire du bien, bah, inconsciemment, ça te délaisse de la responsabilité de dire, si ça marche pas, c'est ma faute. Bah là, la personne, elle peut se dire, si ça marche pas, je pourrais au pire la blâmer inconsciemment et dire que c'était la faute de ma coach en rehab. Donc, c'est pas toi. Moi, à chaque fois, je dis, moi, je prends pas la décision à ta place. C'est pas moi qui vais te dire de faire la chose. Mais au moins, j'invite à la réflexion et après, je l'oriente vers quelqu'un de spécialisé si besoin est. Mais clairement, oui, c'est des choses qui rentrent en compte dans la sphère limbique. De toute façon, tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être stress, etc., ça va toujours affecter la posture, la santé. Et il y a plein de cas. Tu vois avec le stress, quoi. Les personnes, typiquement, quand on dit, ah, t'as mal au dos, c'est souvent que t'es pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Ça se visualise sur plein de patients qui ont des blocages comme ça dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ouais. Mmh. Et je ne sais pas si ça existe, mais est-ce qu'il y a une histoire de la réhab? Dans le sens où, est-ce que c'est un peu des méthodes nouvelles de par, ce monde moderne qui nous amène à se poser autant de questions et à se sédentarité un peu plus? Ouais. Peut-être aussi parce que le monde d'avant, sachant que, on se déplaçait, peut-être plus, on utilisait plus, notre motricité fine, on devait survivre aussi, à des choses un peu plus sur le terrain, et peut-être que tous ces déséquilibres, étaient comblés parce qu'on le faisait naturellement. Est-ce que tu allais checker un peu tout ça, un peu, tout ce qui C'est est, une super question ce que tu poses, et personne m'a posé cette question, donc c'est super cool que tu la poses. Non, j'ai jamais creusé d'où ça venait. Je sais un peu l'histoire de la kiné, elle est intéressante, elle est un peu démotivante par exemple, parce que tu vois que ça vient au début c'était vraiment lié au milieu militaire, et le but c'était de créer des exercices au début, mmh, et à partir de ces pour être exercices un performant? peu physiques, avec des élastiques, avec des poids, ça a été de créer des méthodes un petit peu. Donc, t'as l'histoire de la kiné, ça oui. Mais ce qui est histoire RIAB, non. Je pense que, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Je pense surtout avec la, l'intérêt et le regain pour la santé, parce qu'il y a de plus en plus je pense qu'en fait, en tout cas, nos besoins, ils ont changé. À l'époque, il y avait un besoin de survie qui était beaucoup plus important. Le but, c'était de survivre, nourrir, manger, etc. Maintenant, on est dans une société où il y a plus d'argent, où le besoin de survie primaire, il est plus ou moins assuré pour la majorité des personnes, Mmh. avec toutes les aides, etc. Et du coup, on peut se permettre de chercher à avoir une qualité de vie meilleure. Donc, on commence à s'intéresser un petit peu, je pense, à tout ce qui est douleur, problèmes de santé, esthétique, etc. Sinon, il n'y aurait pas du tout de regard d'esthétique. L'esthétique, c'est clairement pas le besoin. J'ai eu cette discussion hier avec quelqu'un qui m'a dit, c'est intéressant, il m'a dit, est-ce que l'esthétique deviendrait pas le besoin primaire pour la survie de l'être humain, dans le sens où le fait d'avoir une belle esthétique fait que tu vas être accepté par le groupe, et donc comme le besoin de l'homme est d'appartenir à un groupe, si son esthétique s'il a une belle esthétique, il va réussir à s'insérer dans le groupe. Du coup, il va remplir son besoin d'appartenance, et donc du coup, ça deviendrait un besoin primaire. Donc on avait cette discussion là et tout. Donc voilà, mais donc je pense que quand on arrive à ces discussions là, c'est que les besoins primaires, ils sont satisfaits, et du coup, on est un peu dans quelque chose d'un peu plus c'est un peu plus du luxe de se soucier de sa santé, de tes douleurs, etc. Et je pense que c'est né avec ça, avec ce gain de standing de vie, entre guillemets. Mais après, c'est des choses qui sont présentes depuis très, très, très longtemps. Donc, si tu regardes, par exemple, dans certaines, c'est quand même des choses qui sont regardées. Quand tu regardes dans certaines tribus, par exemple, et dans certaines populations
je me souviens plus du nom des populations, c'est une tribu. Les petits, je crois que c'est en Asie, les petits, quand ils naissent, ils les emmitouflent, genre, ils les serrent avec des Mmh. rubans, Ouais, très, très, ouais. très forts pour Mmh. maintenir leur posture droite. Il y a un article, en fait, je le lisais hier, donc c'est parfaitement, un article, je sais plus sur quel truc, mais je te le ferai. C'est hyper intéressant. Il montre en fait toutes les techniques qui sont utilisées en posturologie pour faire que l'enfant il soit droit et qu'il n'ait pas, par exemple, une kyphose ou qu'il n'ait pas une scoliose ou qu'il soit pas tout tordu. Donc, eux, dans leur croyance, s'ils emmitouflent le petit décliné dans des sortes de cordons et qu'ils le serrent, ils le serrent, ils le serrent, ils le tendent, bah, le petit il va avoir un rachis bien droit, tu vois. Donc, je pense que c'est des questions qui, malgré tout, sont présentes depuis plus longtemps que ça. Mais alors, de comment c'est arrivé, je sais pas, est-ce que ça a toujours été Ouais. là ou est-ce que clairement, je pense qu'aujourd'hui, on s'y intéresse plus parce qu'on a plus les moyens de s'intéresser à ça et on a plus le temps. Parce que je pense que tu vas en fin fond de l'Afrique, bah, les gens ils vont peut-être pas se soucier des mêmes choses quoi globalement. Mais je pense quand même bah, ça reste de la santé, ça reste du bien-être et je pense que n'importe qui quand tu vois l'état dans lequel ça peut te mettre d'avoir certaines douleurs, je pense Mmh. que ça devient une priorité qui est C'était quand une même question. ouais. Et puis le Oui, fait c'est de voir ça. le souffrir aussi, je pense. Peut-être même pas pour toi, mais quand tu vois quelqu'un que tu aimes qui souffre, tu as envie de Mmh. l'aider, donc peut-être que Mmh. ça s'est aussi développé dans ce mode-là un petit peu. Ouais, c'est Mais c'est ça, une très oui. bonne question, je m'intéresserais. Une sociologie de la Ouais, RIAB ou c'est un non, c'est dans intéressant. ma tête, j'ai eu une image d'une Victoria il y a 4000 ans qui, faisait qui fait Des de la traitements réhab, bizarres. Non, mais c'est vrai qu'avant, vu qu'on n'avait peut-être pas toutes ces connaissances, approfondies, Bien sûr. scientifiques avec, toutes les machines qu'on peut avoir, peut-être qu'il y avait des personnes qui exploraient tellement, leur corps parce qu'ils vivaient dans un endroit où peut-être, bah, au niveau de la survie, tout allait bien et qu'ils avaient cette possibilité de consacrer toute leur vie à l'exploration et Bien sûr. peut-être qu'en, essayant, 1 000 000 de choses ou en voulant aider, des personnes qui ont mal, mais ils comprennent pas pourquoi et puis ils vont tester, ils vont prendre telle ou telle plante, ils vont, respirer d'une telle ou telle manière. C'est pour ça la respiration, on en parlait tout à l'heure, mais c'est des méthodes qui sont ancestrales. Bien sûr, Ouais, tout à fait. je me suis dit dans ma tête: «Est-ce qu'il y a peut-être un côté, spirituel, un côté culturel, un côté, ancestral lié à la Riab?» Ou en tout cas, est-ce que la Riab est allée et je pense que oui, parce qu'on intègre beaucoup de choses dedans, mais on a allé chiner, des choses, vraiment qui sont en lien avec, des méthodes qui se font, et qui ont prouvé, leur pertinence avec le temps. Ouais, bah, c'est une bonne question. Écoute, je creuserai. Il doit certainement y avoir des bouquins dessus ou des études. Il faut que je creuse. Mais en tout cas, la question est très, très pertinente. Mmh. Ouais, tu vois, on peut même en parler ça sur le coaching sportif, le Bien dire sûr. de faire du sport. Parce qu'aujourd'hui, faire du sport, c'est quelque chose qu'on s'est ancré dans la société. Se faire du sport, c'est et cetera. Mais c'est des choses qui avant, quand même, se faisaient quand même plutôt naturellement ou certainement dans certaines tribus, avant, ils se réunissaient, puis pour être fort, pour, pouvoir défendre sa tribu, ils se pendaient à des arbres, ils faisaient des tractions où ils soulevaient des Bien sûr. pneus, enfin des pas des pneus, ça existait pas, mais des troncs ou des trucs Des comme ça. troncs, des Voilà. pierres. Bah, Bah, ouais, c'est je assez pense qu'il connu, y hein, a les un grandes guerres où, tu avais des mecs, qui étaient vus comme des dieux par leur physique et puis bien ils sûr. étaient c'était même leur métier à l'époque. C'est quelque chose qui existe, en fait, depuis longtemps. Puis ils devaient certainement déjà à l'époque, sans toute cette science, avoir des préparateurs physiques qui aidaient les mecs à garder cette esthétique-là et cetera. Mais c'est Bien vrai que sûr. c'est hyper intéressant de comprendre qu'en fait, au final, même aujourd'hui, alors qu'on a énormément avancé, on n'a pas créer quelque chose, quoi. C'est des choses qu'on revoit au goût du jour, mais qui existent depuis la nuit des temps. Bah, d'un côté, je pense que tu le vois aussi quand tu vas, clairement, quand tu vas dans voir des trucs d'art ou tu vas regarder, tout ce qui est, Mmh. mythologie grecque, mythologie romaine, même tu vas à Paris Mmh. dans n'importe quel musée de peinture, tu vas voir tout ce qui est statues surtout, tu vois les physiques qui étaient peints, en tout cas chez les hommes, pas chez les femmes bien sûr, parce que le sport pour les femmes et l'activité est venu bien après. Mais en tout Ouais. cas chez les hommes, clairement, c'était des profils hyper athlétiques, chez une grande majorité, parce qu'il y avait beaucoup de combattants, beaucoup de guerriers, beaucoup de personnes actives. Et après, je pense que peut-être c'est venu, comme tu dis, finalement dans cette évolution-là, le fait qu'on ait perdu cette caractéristique, ce mode de vie, fait qu'il y a peut-être eu un besoin de le reproduire ailleurs, parce que du coup, bah, on s'éloigne de notre nature. Mais je pense que quand on s'éloigne trop c'est un peu comme je pense le truc de la nature, avec par exemple, là, tu as le phénomène de toutes les personnes qui vivent en ville, qui essaient de retourner vers la campagne, qui essaient de Mmh. faire des week-ends, des voyages, etc. Le fait de Ouais. s'être éloigné de l'environnement naturel crée quand même une sorte de mal-être. Et je pense que
dans notre nature, le fait d'avoir une dépense physique, une activité, de courir ou d'exprimer aussi, parce que je pense que dans l'activité physique, tu libères aussi des émotions, tu libères du stress, tu libères plein de choses. Le fait de l'avoir perdu, parce que notre mode de vie a changé, fait qu'on Mmh. a peut-être eu besoin de le déporter autrement. Et du coup, on a peut-être créé aussi ce truc-là de l'activité physique au final pour avoir un moyen de continuer à assouvir nos besoins, un besoin primaire, en fait, tout simplement. Ouais, c'est top. Bah, merci en tout cas, Victoria pour, ces magnifiques échanges. Bah, c'est moi qui suis Le contente de participer. L'heure passe vite, enfin même Ouais, plus l'heure d'une passe heure. vite toujours. Ah, je J'ai peux l'hab parler longtemps, hein, faut m'arrêter à chaque fois Ah non, sinon. mais t'inquiète pas, on aura, certainement l'occasion, si tu le veux bien, de pouvoir rééchanger ensemble. Avec plaisir, il y a pas de souci, c'est la même chose. La semaine dernière, dans les 2 semaines, je fais un podcast et on devait durer 1 heure. Finalement, ça a duré 2 heures et demie. Elle m'a dit: «Oh là, c'est le podcast le plus long que j'ai fait». Je lui dis: «Ah, je suis désolée». Je dis: «Moi, si tu m'arrêtes pas, on est là jusqu'à minuit, donc avec plaisir pour un deuxième Heu, épisode». j'ai l'habitude de terminer les podcasts avec, 3 petites questions Ouais, simples pour, pas de animer souci. un peu tout ça, dont la première c'est, si jamais tu devais te réincarner en animal, Ouais. lequel ce serait et pourquoi? Alors, je dirais un jaguar, parce que je trouve ça cool, parce que ça court vite et que j'aime bien sprinter, même si, je suis petite. Parce que je trouve que c'est un animal qui est, ouais, je sais pas, qui est puissant, qui est dominant. En fait, je trouve que c'est un animal qui représente vachement les un peu les pulsions internes qu'on montre pas aujourd'hui. Du coup, je trouve ça très cool. Et parce que je suis, hyperactive et que je me verrais pas être un koala, à dormir toute la Ouais, journée. c'est un peu contradictoire quoi, mais Un jaguar, c'est pas mal. Pas un chat, parce qu'un chat, c'est trop passif, mais un jaguar, c'est pas mal. ouais. Et ju question à part, toi tu crois en la réincarnation? C'est une bonne question. J je dirais que je suis agnostique. Genre, je dis pas que ça existe pas ou je dis pas que ça existe. J'ai plutôt tendance à pas être croyante, genre j'ai pas de foi à part, en Mmh. moi-même, mais sinon j'ai pas de pratique religieuse, j'ai pas non plus une foi spirituelle. Par contre, je suis vachement, attentive à des choses de l'environnement et il y a des choses qui pour moi n'ont pas d'explication, des choses auxquelles j'ai assisté qui n'ont pas eu d'explication et qui me laissent penser que des fois il y a quelque chose. Alors je dirais pas qu'il y a Des une vie fois, après la mort, mais qu'il y a une présence. Ça m'est arrivé. Ça c'est un truc par exemple tout con, mais par exemple mon ex qui est décédé. À chaque fois quand c'est le jour de mon anniversaire, parce que ça arrivait le jour de mon anniversaire, je vais sur ma fenêtre et puis il y a 2-3 ans, j'étais à Montpellier et j'ai dit si tu es là, j'ai dit fais-moi un signe. Et il y avait rien dans le ciel, il y avait genre pas une seule étoile, pas rien du tout. Il faisait noir, 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 noir. Et genre, c'est pas 3 ans après. C'est genre, j'étais là, il y avait rien. Au moment où j'ai dit ça, dans les 5 secondes, il y a une étoile filante qui est passée, mais pas à droite de là où je regardais. Genre, je regardais là, et devant moi, il y a une étoile filante qui est passée, waouh! et dans les 5 secondes. Et tu vois, j'y crois pas forcément, mais je me suis dit, quand même, genre, c'est une grosse coïncidence, tu vois. Ou pareil, j'avais mis une bougie une nuit, je mets toujours une bougie toute la nuit ce jour-là. J'avais mis la bougie et non, il y avait plein de vent et tout. Normalement, la bougie, elle va s'éteindre. La bougie, elle s'était pas éteinte de genre le lendemain matin, je me suis réveillée. Pour moi, la bougie, elle devait être éteinte. Clairement, il y avait eu du vent toute la nuit. Elle était toujours allumée et du coup, je me disais, je sais pas, c'est des petites choses comme ça, tu vois. Ouais. Et j'ai une autre histoire comme ça aussi. C'est pas moi, c'est dans ma famille. Ma, un rosier qui était complètement éteint, qui était complètement mort. Et le jour de la naissance de la personne qui était décédée, le rosier s'est remis en fleurs. Mais le rosier, il était mort depuis genre, je sais pas, depuis 3 mois. Et moi, en fait, c'est même pas que je suis croyante, donc du coup, je me dis, ok, c'est surnaturel, ça fait pas de sens. Mais du coup, bah, je me dis, ok, il y a des trucs, j'ai pas Mais il y a peut-être d'explication. ouais, Moi, ouais. je crois pas, mais il y a une énergie ou un peu comme l'intuition, des trucs que tu sens. Je pense qu'il y Mmh. a une énergie. Je sais pas si c'est la nature, si c'est la vie, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose, ouais. Ouais. OK, Mais je sais merci. pas, je pense pas que j'aimerais intégrer en jaguar. Ça serait cool, mais je pense Ouais. pas. Qui sait, peut-être. S'il y en a Voilà, encore dans j'espère. quelques années. Peut-être. Peut-être qu'on se Heu, rencontrera et on fera un podcast entre un jaguar et un c'est autre ça. animal. Voilà. Si tu as un livre, à nous conseiller, peut-être le livre qui t'a permis de tout changer, ce serait lequel et Ouais. pourquoi? Waouh, il y a plein de livres que j'adore. Ça dépend du domaine. J'ai pas. Bah là, celui que j'ai en ce moment, c'est lui. Attends, je peux t'amener. Ouais, j'en ai deux là qui sont cool.
J'en ai 2 qui sont cool. C'est pas les livres qui ont Ouais. tout changé. J'en ai pas un qui a tout changé parce qu'il y a plein de domaines différents. Ah, je vois Mais le James Nestor. ouais, il y a James Nestor sur la Oui. respiration qui lui est cool, que j'aime bien relire de temps en temps. Et j'en ai Ouais, qui est un qui simple en plus, c'est quoi? qui est simple de compréhension pour tout le monde, c'est vraiment top, Ouais, ouais. pour Ouais. la respiration, c'est vraiment une bonne introduction, je trouve. Mmh. Il y en a d'autres, mais il y a Patrick McKeown aussi qui est bien, mais celui-ci, c'est Oui. une bonne base. Et Ouais, après, en termes de rehab, il y a celui-ci qui est super cool, c'est sur les fascias, et c'est un truc sur lequel je Ah, me sens beaucoup. Attends, je sais pas si tu vas arriver à voir. C'est un livre qui a été écrit par plusieurs personnes. Donc, dessus, t'as Schlepp, t'as Sheito, qui est super, Léon Sheito, ouais, t'as ouais. Findlay, et ça s'appelle The Tensional Network of the Human Body. C'est un gros pavé sur les fascias, mais il est hyper intéressant. Donc, comme c'est un sujet qui est en pleine exploration et qui, je pense ils en parlent comme un sixième organe. Et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, même si c'est critiqué par pas mal d'études. C'est un truc sur lequel, en ce moment, je commence à creuser un peu plus. Donc voilà, du coup, ces deux-là. OK En livre et changement de vie, sinon, non, comme ça. En fait, il y a plein de livres qui ont changé ma vie, donc ça serait trop difficile de dire, ouais. et comment on peut te retrouver sur les réseaux? Comment on peut rentrer en contact avec toi, via, les réseaux sociaux, via même peut-être tes projets? Je sais que tu fais des podcasts et cetera. Ouais, alors, donc mon réseau social principal pour me contacter, c'est The Human Movement Therapy. Donc c'est le nom en gros, c'est tout en minuscule attaché, The Human Movement Therapy. Donc ça, c'est sur Instagram. C'est la même chose pour mon site web, mais que je n'ai pas mis à jour depuis au moins 6 ans, qui est une horreur qu'il faut que je refasse faire à zéro. Je pense que le domaine, il va expirer. En plus, j'ai eu un lien ce midi. Mais globalement, c'est www.thehumanmovementtherapy.com. Mmh. Après, j'avais ma chaîne YouTube avec mon conjoint, Ouais, The ouais. Stratwell Podcast, où on faisait des podcasts, mais on a un peu arrêté. Donc moi, de côté, j'ai ma chaîne de podcast où c'est la même chose, c'est The Human Movement Therapy Podcast, qu'il y a sur Spotify, sur iTunes, mais on peut accéder directement au podcast, au YouTube, à tout via mon Instagram. Donc c'est le plus simple. Voilà, c'est les Carrément. moyens de contact principaux. Super, top et tu Voilà. as des projets là dans l'avenir, Ouais. tu nous parlais d'avoir certainement un cabinet et cetera, dans quel lieu? Tu vas toujours rester, aux Pays-Bas et est-ce que tu vas sortir un Alors, attends. mentorat? Je sais que tu as plein de projets même si, ton envie première, ça doit être de terminer tes études, mais Ouais. voilà, Alors dis-nous tout le monde tout. dit que je suis un missile en pleine volée, donc c'est difficile de savoir où est-ce que je vais atterrir. Non, j'ai pas du tout envie de me stabiliser. Par contre, je sais que je vais avoir besoin, si je veux avoir un cabinet, de me poser un peu. Donc Ouais, là, les projets, il y en a plusieurs. On m'a proposé de donner des séminaires en France pour 2 différentes choses. Donc la première, c'est sur les fascias. ouais. Et donc il y a cette possibilité-là que je donne des séminaires sur les fascias en France. La Mmh, deuxième super. possibilité, c'est donner des séminaires pour RT, qui est une technique de release de tout ce qui est trigger point, etc. Et des Mmh. tissus. Donc ça, c'est une deuxième possibilité, c'est que je fasse des formations en France sur ça. La Mmh. troisième projet, donc il y a l'ouverture du cabinet, les mentorats, des séminaires. Donc ça, il y en a déjà un qui est programmé. Donc là, je donne un séminaire en mars. Non, en avril, pardon. J'ai un séminaire en avril vers Marseille pour Fred Cause, qui est un kiné, Ouais. sur Ouais. lequel qui m'a demandé Oui, j'ai vu. d'intervenir, voilà, sur le plancher pelvien. Et Mmh. derrière, moi, je vais enchaîner avec des séminaires l'été un petit peu, avec mon conjoint certainement, et après en Suisse un petit peu, peut-être en Belgique, en France. Donc certainement des séminaires et peut-être le mentorat en plus. Et je suis en train d'écrire un livre qu'il faut que, mais j'ai Oh! mis de côté. Voilà, j'ai mis de côté un peu avec les études, parce qu'il faut se focus, mais il y a le livre qui est en cours. Voilà, et je pense que ça fait déjà pas mal de choses. Et où, je sais pas, j'aimerais bien rester certainement 7 mois aux Pays-Bas pour faire un peu de cabinet et derrière OK. enchaîner. C'est une réflexion, c'est pas encore sûr. Et ensuite, j'aimerais retourner en Indonésie un petit peu parce que c'est un bon cadre pour développer des projets, je pense. Donc, il y aura certainement un petit séjour en Indonésie. Et ah non, il y a les États-Unis avant. Donc, de septembre à novembre, je serai aux États-Unis parce que je fais un stage aux États-Unis. Et donc voilà, bon, j'ai pas mal de projets, mais ça risque d'être un peu partout dans le monde entier. Trop bien, bah, je te souhaite, Voilà. le meilleur dans tous tes projets, de garder cette belle énergie, cet enthousiasme, enfin tout. Donc Bah, toi aussi, vous aussi surtout. J'espère que pour toi, comment ton prénom c'était? Malo. Malo, ouais, j'espère que ton expérience en tant que stagiaire sera bien. C'est hyper important les stages. J'espère que toi aussi t'en tireras des bonnes choses. Du coup, on a une bonne discussion sur mentor, mentoré, donc vous aurez Ouais, moyen d'explorer tout ça. Et c'était super cool de faire partir du podcast. Et puis, j'écouterai ça quand il sortira.
et je suis disponible si tu veux faire un deuxième épisode sans problème. Bah, avec grand plaisir. Vraiment un grand merci à toi. Merci à vous deux. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.